Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ce soir, nous allons voyager très loin dans le temps. Dans un monde où la poussière de l'arène se mêlait au sang, où les cris de la foule décidaient du destin des hommes, et où un simple geste du pouce pouvait vous condamner ou vous sauver. Ce soir, vous n'êtes plus spectateur, vous êtes gladiateur. Imaginez, vous ouvrez les yeux non pas dans votre lit confortable, mais dans une cellule étroite, froide, entourée de murs de pierre. La paille humide grince sous votre dos, et vos poignets portent encore les marques des chaînes. Dehors, des bruits sourds résonnent. Le martèlement d'armes contre du bois, les grognements d'hommes en plein effort. C'est le son de l'entraînement. Vous êtes dans un ludus, une école de gladiateurs. Et ici, votre vie ne vous appartient plus. Vous n'êtes pas né gladiateur. Peut-être êtes-vous un prisonnier de guerre, capturé aux frontières de l'Empire. Peut-être un esclave vendu par votre maître. Peut-être même un homme libre, poussé par la misère ou attiré par la promesse d'or et de gloire. Quoi qu'il en soit, votre identité s'est effacée. Vous n'êtes plus qu'un combattant anonyme, un pion dans un jeu sanglant orchestré pour divertir Rome. Chaque matin, le réveil est brutal. Le soleil à peine levé, vous êtes déjà en sueur. On vous pousse à porter des armes en bois 2 fois plus lourdes que les vraies, pour endurcir vos bras et vos jambes. On vous fait courir en cercle, frapper, parer, encore et encore, jusqu'à ce que vos muscles brûlent et que vos mains saignent. Le laniste, votre maître, vous observe. Si vous tombez, on vous relève à coups de bâton. Ici, la faiblesse n'a pas sa place. Mais l'entraînement, aussi cruel soit-il, n'est rien comparé à ce qui vous attend. Car tôt ou tard, vous serez jeté dans l'arène. Là, devant des centaines, parfois des milliers de spectateurs, votre vie sera un spectacle. Les Romains viendront non pas pour vous, mais pour le frisson du sang, pour les combats acharnés, pour les cris d'agonie. Et vous, au milieu de cette foule, serez seul, armé, face à un adversaire aussi désespéré que vous. La poussière, la chaleur, les clameurs, le son métallique des épées qui s'entrechoquent, tout cela fera battre votre cœur plus fort que jamais. Chaque pas, chaque geste, chaque souffle comptera. Car dans l'arène, il n'y a pas de seconde chance. Vous gagnez ou vous mourrez. Et si par miracle vous survivez, ce ne sera pas forcément une victoire, car vos blessures vous suivront. Vos cicatrices vous trahiront, et chaque combat vous rapprochera un peu plus de la fin. Pourtant, malgré cette brutalité, certains gladiateurs deviendront des stars, adulés, enviés, gravés dans la mémoire de Rome. D'autres, la grande majorité, tomberont dans l'oubli, leur corps abandonné dans la poussière. Alors ce soir, je vous propose une expérience unique. Marcher dans les sandales d'un gladiateur romain, sentir la peur avant le combat, la douleur des coups, la clameur de la foule. Découvrir la vie dans le ludus, les espoirs de liberté, les trahisons, les superstitions. Bref, comprendre ce que signifiait vraiment être gladiateur. Avant de plonger ensemble dans cette histoire, je vous invite à faire 3 petites choses. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains voyages dans le passé. Mettez un pouce bleu si vous aimez ce format immersif. Ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette vidéo. Et à quelle heure de la nuit vous plongez dans ces histoires? J'adore lire vos réponses. Cela me donne de la force pour continuer à vous offrir de nouvelles histoires cocasses. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Oubliez un instant le confort moderne, les lumières électriques et la sécurité de vos murs. Vous êtes maintenant dans la Rome antique, et vos pas résonnent vers l'arène. Dans un instant, les portes s'ouvriront et vous serez face à votre destin. Bienvenue dans la peau d'un gladiateur romain. Vous n'êtes pas encore dans l'arène, mais votre destin est déjà scellé. Tout commence avec le bruit des chaînes, le cliquetis métallique qui rythme vos pas. Car on ne naît pas gladiateur, on le devient. Et chaque chemin qui mène à l'arène commence par une chute. Certains y arrivent comme prisonniers de guerre. Imaginez, vous combattez aux frontières de l'Empire, peut-être en Gaule, en Germanie ou en Dacie. Vous avez résisté à Rome. Vous avez vu vos camarades mourir, vos terres incendiées. Mais les légions sont invincibles. Vos armes tombent, vos poignets sont liés. Dès lors, vous n'êtes plus un soldat. Vous êtes un trophée. On vous emmène à travers des centaines de kilomètres, enchaînés avec d'autres vaincus. La faim, la fatigue, les coups rythment votre route. Dans une ville, on vous entasse sur une estrade, devant un public romain venu observer ce butin humain. Le crieur annonce vos qualités. Grand, fort, apte au combat. Et le marteau du marchand s'abat. Vendu. Vous appartenez désormais à un laniste, maître d'une école de gladiateurs. D'autres deviennent gladiateurs par la justice, ou plutôt par la condamnation, car dans l'Empire romain,
le glaive n'est pas réservé aux ennemis extérieurs. Les criminels, les esclaves révoltés, les hommes jugés dangereux pour l'ordre peuvent être envoyés à l'arène. On les appelle les damnati ad gladium. Pour eux, aucune échappatoire. C'est une peine capitale, maquillée en spectacle. Le public aime voir un voleur, un rebelle, un assassin se débattre contre un adversaire ou une bête sauvage. La justice se confond avec le divertissement. Vous n'êtes plus un homme. Vous êtes une exécution vivante, un condamné en sursis. Et pourtant, certains y vont de leur plein gré. Cela peut sembler fou, mais c'est vrai. On les appelle les octorati, des hommes libres qui signent un contrat pour devenir gladiateurs. Pourquoi? Par misère, parfois, quand la faim ronge et que la seule alternative est de vendre son corps au ludus. Par goût du risque aussi, car dans un monde où les gladiateurs fascinent, certains rêvent de gloire et d'or. Rome aime ses héros de sable et de sang, et un homme courageux peut y trouver la renommée. Mais le contrat est terrible. L'octoramentum stipule noir sur blanc que vous renoncez à votre liberté, à vos droits, à votre vie. Vous devenez propriété du laniste, au même titre qu'une arme ou qu'un cheval. Quelle que soit votre origine, le résultat est le même. Vous êtes emmené au ludus. Le voyage est humiliant. On vous rase la tête, on vous enlève vos vêtements, on vous donne une tunique grossière, à peine plus qu'un chiffon. Si vous êtes esclave, on peut même vous marquer au fer rouge pour rappeler à tous que vous appartenez désormais à un maître. Vous sentez votre identité disparaître, engloutie par le système de l'arène. Vous n'êtes plus fils de, frère de, citoyen de. Vous êtes une recrue, une marchandise humaine destinée à distraire les foules. Le chemin vers le ludus est long. On vous y conduit enchaîné, dans un convoi de recrues. Vous marchez pieds nus sur les pierres brûlantes. Le métal de vos chaînes entaille vos chevilles. Les passants vous observent. Certains vous crachent dessus, méprisant les futurs gladiateurs comme des criminels. D'autres, fascinés, vous regardent avec une lueur d'admiration. Car dans Rome, les gladiateurs sont haïs et désirés à la fois, des parias, mais aussi des stars en puissance. Enfin, les portes massives du ludus s'ouvrent. Le choc est immédiat. Devant vous s'étend une vaste cour, entourée de hauts murs. Vous comprenez que vous ne sortirez plus. Le ludus est une prison et une caserne. Ici, chaque heure sera surveillée, chaque geste évalué. Les couloirs sentent la sueur, la paille humide, le cuir usé. Des hommes s'entraînent déjà, frappant de lourdes épées de bois contre des poteaux. Le bruit résonne, sec, implacable. D'autres soignent leurs plaies, des cicatrices zébrant leur corps. Vous croisez leurs regards. Certains sont résignés, d'autres fiers, d'autres brisés. Tous savent que leur vie tient à la pointe d'un glaive. À cet instant, vous réalisez. Le monde que vous connaissiez n'existe plus. Vous êtes dans l'ombre des chaînes, et bientôt, vous serez dans la poussière de l'arène. Votre vie est entrée dans une nouvelle ère, celle du gladiateur. Les portes du ludus se referment derrière vous avec un bruit sourd. Ce son, lourd et métallique, résonne comme un verdict. Vous n'êtes plus un homme libre. Vous êtes enfermé dans une nouvelle vie. La cour est entourée de hauts murs sans fenêtres, hérissés de pointes. Aucun espoir de fuite. Le ciel brûlant vous écrase. Et autour de vous, une odeur persistante de sueur, de poussière et de sang séché vous prend à la gorge. Un surveillant, armé d'un bâton, aboie des ordres. On vous pousse vers un bassin rempli d'eau froide. Pas pour vous rafraîchir, mais pour vous nettoyer sommairement, comme on lave un animal. On frotte vos cheveux rasés. On inspecte vos dents, vos muscles, vos cicatrices. Chaque détail est noté. Vous comprenez que vous êtes évalué comme un cheval ou un taureau. Il faut savoir si vous êtes apte au combat, si vous pourrez rapporter de l'argent au maître du ludus. Ceux qui paraissent trop faibles ou malades sont parfois éliminés immédiatement, envoyés aux bêtes comme chair fraîche pour le spectacle. Vous passez l'épreuve, pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes encore en état de tenir une épée. On vous mène ensuite dans un dortoir sombre. Des dizaines de lits en bois s'alignent, recouverts de paillasses infestées de puces. Les murs transpirent l'humidité, et les murmures des autres gladiateurs résonnent. Vous croisez des regards hostiles, curieux, parfois indifférents. Certains hommes, couverts de cicatrices, portent encore les bandages de leur dernier combat. D'autres, plus jeunes, semblent apeurés, comme vous. Vous réalisez alors que vous êtes désormais l'un d'eux, l'un des damnés de l'arène. Les règles du ludus vous sont expliquées rapidement. Lever avant l'aube, entraînement jusqu'à l'épuisement, nourriture réglementée, surtout de l'orge, des fèves, un peu d'huile et de vin aigre. Pas de liberté, pas de sortie, sauf pour aller au combat. Toute rébellion est punie sévèrement. Coups, privations, parfois la mort. Le laniste, votre maître, possède un pouvoir absolu sur vous. Vous êtes sa propriété.
S'ils décident de vous envoyer mourir demain, personne ne s'y opposera. La première nuit est un enfer. Vous vous allongez sur une paillasse infestée d'insectes, vos oreilles bourdonnant encore des cris du surveillant. Le sol est froid, vos membres sont engourdis. Vous entendez les respirations lourdes des autres gladiateurs, leurs gémissements dans leur sommeil, leurs cauchemars. Certains parlent à voix basse, évoquant leur passé, leur famille perdue, leurs regrets. Ces fragments de vie brisés vous rappellent cruellement que vous n'êtes pas seul à souffrir. Mais la souffrance collective n'apaise pas, elle alourdit. Vous comprenez que chaque homme ici est un mort en sursis. Au matin, le choc continue. Le réveil est brutal. Un coup de bâton contre la porte, des ordres criés. Pas le temps de manger. Vous êtes conduit dans la cour d'entraînement. Là, les gladiateurs expérimentés s'exercent déjà. Leurs corps sont marqués de cicatrices, mais leurs gestes sont précis, rapides, puissants. Vous les regardez manier des épées de bois, lourdes comme du fer, frapper sans relâche des poteaux de chêne appelés palus. Chaque coup fait trembler le sol. Vous sentez votre gorge se serrer. Comment pourriez-vous un jour rivaliser avec ces hommes? Un instructeur, le docteur, s'approche. Son visage est impassible, ses yeux froids. Il vous observe comme on observe une arme neuve, puis il vous tend une épée de bois. Elle pèse plus lourd que vous ne l'auriez cru. Il vous fait signe, frappez, encore, encore. Vos bras tremblent, vos mains s'ouvrent en ampoules. Vous transpirez à grosses gouttes. Mais si vous vous arrêtez, le bâton du surveillant s'abattra sur vos épaules. Vous frappez donc, encore, encore, jusqu'à ce que vos muscles hurlent et que votre souffle se brise. L'instructeur vous corrige, vous humilie. Il vous insulte quand vos coups sont trop faibles, vous fait recommencer jusqu'à l'épuisement. Vous êtes un apprenti, un moins que rien. Dans ce monde, seule la force et la discipline comptent. Les autres gladiateurs vous observent, certains ricanant, d'autres indifférents. Vous êtes le nouveau, le maillon faible. Vous devez prouver que vous méritez de rester en vie. Le soir venu, vos bras ne vous obéissent plus. Vous mangez une bouillie d'orge fade, collante, à peine cuite. On vous donne un peu de vin aigre pour la faire passer. Vos mains tremblent encore, couvertes de cloques. Vous tentez de vous allonger, mais vos muscles sont trop douloureux. La paille pique, les puces mordent, vos paupières se ferment à peine. Vous comprenez que chaque jour sera ainsi. Douleur, humiliation, faim, peur. Et au bout du chemin, l'arène. L'ombre des chaînes ne vous quittera plus. Même dans vos rêves, vous les entendez, ces chaînes. Elles tintent à chaque geste, à chaque souffle. Elles vous rappellent que vous appartenez au ludus, que vous êtes une bête de spectacle, que votre vie ne tient plus qu'à un fil. Et ce fil, ce sont les spectateurs, la foule romaine, qui le tiennent entre leurs mains. Au fil des jours, le ludus devient votre univers. Vous n'apercevez plus les rues de la ville, ni la lumière des marchés, ni la vie des citoyens libres. Les hauts murs vous enferment dans une prison de pierre et de sueur. Ici, tout est réglé par une discipline implacable. Votre corps appartient aux lanistes, vos gestes aux instructeurs, vos nuits à la peur. Chaque journée ressemble à la précédente, et chaque détail est pensé pour vous briser et vous reconstruire à la manière des gladiateurs. Le réveil se fait avant l'aube. Un bâton frappe la porte du dortoir. Les ordres fusent. Le dortoir entier se lève dans un mouvement mécanique. Les plus lents reçoivent un coup, une insulte, parfois une privation de repas. On ne vous laisse pas le temps d'émerger. La discipline commence dès l'instant où vos yeux s'ouvrent. Vous vous levez, encore engourdi de douleur de la veille, la bouche pâteuse, les muscles lourds. Déjà, vous savez que la journée sera une succession d'épreuves. La première étape, c'est l'assemblée dans la cour. Les gladiateurs se rassemblent par rang, leurs tuniques élimées collant à leur peau moite. Le laniste, parfois accompagné de ses assistants, inspecte la troupe. Son regard est froid, calculateur. Pour lui, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des investissements. Chaque gladiateur est une pièce sur un échiquier de sang. Celui qui s'entraîne bien, qui survit et qui attire la foule, rapporte de l'argent. Celui qui faiblit ou qui meurt trop vite est une perte sèche. Vous sentez son regard passer sur vous comme une lame. Vous comprenez qu'il ne vous voit pas comme une personne, mais comme une bête qu'il faut dresser ou éliminer. Puis vient l'entraînement. La cour résonne du bruit des coups. Des dizaines d'hommes frappent d'un rythme contre des poteaux de bois, les fameux palis. Ces troncs solides sont vos premiers adversaires. Avec vos armes de bois, plus lourdes que les vraies, vous répétez les mêmes gestes encore et encore. Frappez, reculez, parez. Frappez, reculez, parez. Les instructeurs, les docteurs, passent entre les rangs. Ils corrigent vos postures d'un coup sec de bâton. Ils hurlent vos erreurs.
Ils vous forcent à recommencer. Chaque mouvement imparfait est une faute qui, dans l'arène, coûterait la vie. Vos bras brûlent. Vos mains s'ouvrent en cloques. Vos épaules se figent de douleur. Mais l'entraînement ne s'arrête pas. Si vous ralentissez, si vous tombez, vous êtes humilié. On vous force à vous relever, à recommencer, jusqu'à ce que vous soyez au bord de l'évanouissement. La discipline est brutale, mais son but est clair. Faire de vous une machine de survie, un combattant capable de tenir malgré la douleur. Après les exercices viennent les combats d'entraînement. Vous êtes associé à un autre gladiateur, parfois un novice comme vous, parfois un vétéran. On vous équipe légèrement. Un casque rudimentaire, un bouclier usé, une arme de bois. Le combat est féroce. Chaque coup résonne dans vos os. Chaque chute vous arrache la peau. Vous sentez la sueur couler dans vos yeux, la poussière entrer dans vos poumons. Votre adversaire frappe sans pitié. Ici, il n'y a pas d'amitié. Chacun veut montrer qu'il mérite sa place. Si vous perdez, vous êtes couvert de honte et de coups. Si vous gagnez, ce n'est qu'une victoire temporaire, car demain vous devrez recommencer. Le repas arrive enfin, maigre récompense d'une matinée d'enfer. On vous sert de la bouillie d'orge, des fèves, parfois un morceau de fromage ou de viande pour les plus méritants. Les gladiateurs sont surnommés les Ordearii, les hommes de l'orge, car cette céréale est la base de leur alimentation. Riche en glucides, elle donne de l'endurance, mais peu de force musculaire. Vous avalez cette pâte fade, épaisse, qui colle au palais. Elle ne nourrit pas le plaisir, seulement la survie. Le vin, souvent coupé d'eau, sert à désinfecter plus qu'à se réjouir. Il est aigre, rugueux, mais il apaise un peu les gorges brûlantes par la poussière. Vous mangez vite, car le temps de repos est court. Déjà, les surveillants hurlent. Déjà, le bâton menace. L'après-midi, l'entraînement reprend. Toujours les mêmes gestes, toujours la répétition, toujours la douleur. Au fil des jours, vous remarquez les autres gladiateurs. Certains sont résignés, vivant chaque journée comme une condamnation. D'autres sont habités par une rage féroce, prêts à écraser quiconque se met sur leur chemin. Il y a aussi les vétérans, silencieux, couverts de cicatrices, qui observent sans rien dire. Vous sentez que derrière leur regard se cache une vérité que vous ne comprenez pas encore. Celle de ceux qui ont déjà vu la mort en face, qui savent que tout cela ne mène qu'à deux issues, la tombe ou une gloire éphémère. Le soir, quand la cour se vide et que les torches s'éteignent, le dortoir devient une prison de murmures. Certains prennent les dieux, d'autres parlent à voix basse de leur famille, de leur passé. Vous restez allongé, incapable de trouver le sommeil. Vos muscles sont en feu, vos mains tremblent, votre esprit est assiégé par la peur. Vous sentez l'odeur du sang séché sur vos bras, le goût métallique de la poussière dans votre bouche. Et vous vous demandez combien de temps tiendrez-vous? Car dans le ludus, tout est calculé pour vous rappeler que vous êtes un esclave, une marchandise, un pion. La discipline ne s'arrête jamais. Elle est dans vos gestes, dans vos repas, dans vos nuits. Elle est dans les regards des instructeurs, dans les ordres du laniste, dans les coups de bâton qui tombent au moindre faux pas. Vous vivez dans une souffrance constante, façonnée pour devenir une arme humaine. Et plus les jours passent, plus vous sentez l'ombre de l'arène se rapprocher. La vie dans le ludus n'est pas seulement une question de coups et de sueur. C'est aussi une guerre invisible, une lutte psychologique où l'humiliation et la peur forgent les esprits autant que les muscles. Dès que vous avez franchi ces murs, vous avez compris, vous n'êtes plus qu'un pion. Et chaque détail de votre quotidien vise à vous rappeler que vous n'êtes rien. Le laniste et ses instructeurs excellent dans l'art de briser les hommes. Ils savent que pour créer un gladiateur, il ne suffit pas de l'entraîner. Il faut le dompter. Les moqueries sont constantes. Chaque erreur est soulignée par des rires cruels, des insultes hurlées au visage. On vous traite de lâche, de bête, de moins que rien. Si vous protestez, on vous frappe. Si vous baissez les yeux, on vous humilie davantage. Les instructeurs veulent que vous cessiez d'être un homme, que vous deveniez une arme docile, prête à obéir sans réfléchir. Dans le dortoir, la hiérarchie est tout aussi impitoyable. Les vétérans dominent, les novices se taisent. Les plus forts se partagent les meilleures places, les couvertures les moins infestées de vermine, parfois même les portions de nourriture les plus généreuses. Les faibles, eux, se contentent des restes. Les querelles éclatent souvent. Une gamelle volée, un lit disputé, une parole mal interprétée. Les bagarres sont rapides, violentes, surveillées à distance par les gardes. Tant que personne ne meurt, les surveillants laissent faire. Pour eux, ces affrontements sont un entraînement supplémentaire,
un moyen de tester vos nerfs. Et pourtant, au milieu de cette brutalité, des liens naissent, fragiles, incertains, mais vitaux. Vous partagez vos douleurs, vos peurs, vos souvenirs avec certains compagnons. Le soir, allongés sur vos paillasses, vous chuchotez vos vies d'avant. L'un était fermier, l'autre soldat, un autre encore voleur. Vous découvrez que derrière les cicatrices et les insultes se cachent des hommes brisés, des destins déraillés. Cette camaraderie est votre seule lumière. Mais elle est toujours menacée, car demain, vous pourriez être envoyés l'un contre l'autre dans l'arène. Les punitions, elles, ne laissent aucune échappatoire. Si vous refusez d'obéir, si vous tentez de fuir, si vous provoquez trop de désordre, le châtiment est public. On vous attache à un poteau, on vous fouette devant tous les autres. Chaque coup de bâton résonne dans la cour comme un avertissement. Parfois, la sanction est plus terrible encore. La privation d'eau sous le soleil brûlant, l'isolement dans une cellule humide et sombre, ou la mise à mort pure et simple. Dans le ludus, la discipline n'est pas une règle, c'est une loi gravée dans la chair. Mais le plus cruel, ce sont les humiliations quotidiennes. Vous devez saluer chaque instructeur avec respect, comme si votre vie en dépendait. Vous devez courir quand on vous ordonne, frapper quand on vous crie de frapper, vous taire quand on exige le silence. Votre volonté est réduite en miettes. Même vos gestes les plus simples sont dictés. Jusqu'à vos repas, vous mangez sur ordre, vous buvez sur ordre, vous dormez quand on vous le permet. Votre existence est chronométrée, mécanisée. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes une pièce dans la machine du spectacle. Cette oppression crée une atmosphère étrange. Certains gladiateurs se soumettent totalement, acceptant leur sort comme une fatalité. D'autres gardent une flamme de rébellion, rêvant de briser leurs chaînes, de s'échapper. Mais la peur les paralyse, car tous savent ce qui arrive à ceux qui tentent de fuir. Capturés, mutilés, exécutés. Le ludus est une forteresse, et l'arène est l'unique sortie. La nuit, dans l'obscurité, les pensées vous assaillent. Vous sentez vos muscles endoloris, vos plaies mal soignées, vos mains couvertes de cloques. Vous repensez à votre vie d'avant, vos proches, vos terres, vos rêves. Tout cela vous paraît déjà lointain, comme un souvenir fragile. Ici, il n'y a pas de futur, seulement le présent. Un présent fait de coups, de cris, de poussière. Vous vivez dans un temps suspendu, comme si chaque jour n'était qu'une répétition avant le grand spectacle. Et au fond de vous, une peur grandit, car vous savez que chaque heure passée dans le ludus vous rapproche de l'arène. Chaque geste répété, chaque cicatrice accumulée, chaque humiliation encaissée est une préparation à ce moment où, devant des milliers de spectateurs, votre vie ne tiendra qu'à un souffle. Vous vous demandez si vous aurez la force de tenir, si vos jambes ne trembleront pas, si vos bras seront frappés. Mais vous savez déjà une chose, peu importe votre courage, peu importe vos prières, votre destin appartient à Rome. Chaque jour dans le ludus est une épreuve, mais l'entraînement est le cœur de votre existence. C'est là que le corps est brisé puis reconstruit, que l'esprit est façonné pour supporter la peur et la douleur. Les instructeurs ne vous ménagent jamais, car ils savent que dans l'arène, une seule hésitation suffit pour mourir. Tout commence avec les armes de bois. Elles sont plus lourdes que les vraies, 2 fois plus lourdes parfois, afin de renforcer vos muscles. Votre glaive de bois pèse comme du fer, vos bras tremblent à chaque coup. Vous devez frapper un poteau, le palu, encore et encore, des centaines de coups chaque matin. Votre souffle se brise, vos mains se couvrent d'ampoules, vos épaules brûlent. Mais il n'y a pas de repos, car pour vos instructeurs, chaque goutte de sueur est un pas vers la survie. Les doctors, anciens gladiateurs devenus maîtres d'armes, vous enseignent les bases, la garde, l'équilibre, l'endurance. Ils vous font courir, sauter, esquiver. Ils vous forcent à répéter les mêmes gestes jusqu'à ce que vos muscles les exécutent sans réfléchir. Vous devez apprendre à frapper sans penser, à parer sans hésiter, à bouger sans craindre. L'instinct, voilà ce qu'ils veulent forger en vous. L'entraînement n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. On vous place face à un adversaire plus expérimenté qui vous domine sans pitié. Vous recevez coup sur coup, vous tombez, vous vous relevez. Chaque humiliation vous enseigne une leçon. La douleur fait partie du combat, la peur doit être domptée. L'instructeur vous crie de ne pas fermer les yeux devant un coup, de ne jamais tourner le dos, car dans l'arène, détourner le regard, c'est offrir sa gorge. La variété des armes est une autre épreuve. On vous équipe tour à tour d'un grand bouclier et d'un glaive, puis d'un casque lourd, puis d'un filet et d'un trident. Vous découvrez que chaque type de gladiateur est un monde à part.
Le murmillot massif avance comme un mur. Le rétiaire, léger, se déplace comme un poisson hors de l'eau, lançant son filet pour piéger. Le thrace, avec son petit bouclier et son épée recourbée, frappe de biais. On vous fait essayer ses rôles, parfois pour trouver celui qui vous convient, parfois simplement pour vous briser davantage. Le port de l'armure est un supplice en soi. Le casque, lourd et étouffant, écrase votre tête. La sueur ruisselle dans vos yeux. Le bouclier pèse comme une enclume. Vos bras s'engourdissent. Chaque mouvement devient un combat contre votre propre corps. Mais les instructeurs vous rappellent que ce poids, vous le porterez devant des milliers de spectateurs, sous un soleil de plomb, en plein combat à mort. Alors vous n'avez pas le droit de faiblir. Entre les exercices, on vous fait courir autour de la cour, sauter au-dessus d'obstacles, ramper dans la poussière. On teste votre endurance jusqu'à l'épuisement. Vous vous écroulez parfois, la poitrine en feu, les poumons en flammes. Mais les surveillants hurlent, frappent, vous relèvent de force. L'entraînement ne s'arrête jamais avant que vous ne soyez brisé. Et pourtant, au milieu de cette souffrance, vous sentez votre corps changer. Vos muscles se durcissent, vos gestes deviennent plus rapides, vos réflexes plus vifs. Vous apprenez à lire les mouvements d'un adversaire, à anticiper ses attaques. Vous comprenez que l'entraînement n'est pas seulement destiné à vous tuer à petit feu. Il est la seule raison pour laquelle vous avez peut-être une chance de survivre un jour. Mais survivre n'est pas gagné. Les instructeurs insistent, le gladiateur n'est pas seulement un combattant, c'est un acteur. Chaque coup doit être spectaculaire, chaque mouvement doit capter la foule. On vous apprend à allonger vos gestes, à montrer la douleur, à transformer votre souffrance en spectacle. Car dans l'arène, il ne suffit pas de vivre, il faut plaire. Les jours passent, et dans le ludus, l'entraînement devient une seconde nature. Vos muscles ne connaissent plus le repos, vos mains sont couvertes de callosité, vos bras ne tremblent plus sous le poids du glaive de bois. Pourtant, la douleur demeure. C'est elle qui rythme vos journées. Mais derrière cette douleur, une transformation s'opère. Les instructeurs n'ont aucune pitié. Ils frappent autant avec leurs bâtons qu'avec leurs mots. Un coup trop faible, une garde mal tenue, et vous êtes corrigé devant tout le monde. La honte est un outil pédagogique. Ils veulent que vous redoutiez plus leurs cris que les coups de votre adversaire. Ainsi, votre esprit se plie à l'obéissance. Vos réflexes deviennent mécaniques. Vous ne réfléchissez plus, vous frappez, parez, avancez. Comme une machine, l'entraînement collectif est encore plus cruel. On aligne des dizaines de gladiateurs en cercle, chacun face à un adversaire. Le signal est donné et les combats d'entraînement s'enchaînent. Les coups de bois pleuvent, les boucliers résonnent comme des tambours. La poussière s'élève, les cris fusent. Vous ne pouvez pas fuir, car autour, les surveillants veillent. Si vous reculez, c'est leur bâton qui vous frappe. Alors vous continuez, même quand vos jambes ploient, même quand vos poumons brûlent. Le cercle entier devient une fournaise de sueur et de douleur. Parfois, l'entraînement tourne à l'humiliation publique. Les instructeurs organisent des combats inégaux, un novice contre deux vétérans, un rétiaire inexpérimenté contre un murmillot massif. Le but n'est pas de gagner, mais de souffrir, d'apprendre la peur. Vous êtes jeté au sol, écrasé, ridiculisé. La foule des autres gladiateurs rit, les instructeurs vous insultent. Mais derrière cette cruauté, il y a une logique. Ils veulent que vous sachiez ce que c'est que d'être dominé, pour que vous ne soyez jamais surpris dans l'arène. Les armes aussi deviennent vos compagnes forcées. On vous fait passer d'un équipement à l'autre, parfois dans la même journée. Le glaive court, le trident, le filet, le petit bouclier trace, le grand scutum lourd comme une porte. Chaque style a ses forces et ses faiblesses. Vous apprenez à attaquer, mais aussi à vous défendre contre des adversaires qui ne combattent pas comme vous. Un murmillot doit comprendre comment éviter les filets d'un rétiaire. Un thrace doit savoir esquiver les charges d'un sécutor. L'entraînement est une école de diversité. Vous devez être prêt à tout, car dans l'arène, l'inattendu est la règle. Le poids du casque est une torture quotidienne. L'acier chauffe au soleil, l'air y circule à peine. La vision est réduite à une fente étroite. Vous suffoquez, vos yeux brûlent de sueur, vos oreilles bourdonnent des chocs. Mais vous devez apprendre à combattre dans ce carcan, car le jour venu, vous n'aurez pas le choix. Le casque devient un ennemi que vous devez apprivoiser, un étau permanent qui teste vos nerfs. Et puis, il y a les exercices de résistance. Les instructeurs aiment vous épuiser. Ils vous font courir en armure, tourner autour de la cour jusqu'à ce que vos jambes cèdent. Ils vous font tenir des positions impossibles,
bouclier levé, glaive pointé, pendant des heures. Ils vous forcent à frapper sans pause, 100 fois, 200 fois, 1000 fois le même geste. Certains tombent d'épuisement. Les plus faibles sont humiliés, mais aussi soignés, car même les corps brisés peuvent encore servir. Rien n'est gaspillé dans le ludus. La nourriture, simple et répétitive, fait partie de l'entraînement. L'orge, lourde et riche, gonfle vos muscles et votre ventre. On vous surnomme les ordéarii, mangeurs d'orge. Vous détestez cette bouillie, mais elle devient votre carburant. On dit que l'orge donne une endurance de bœuf, et c'est bien ce que les instructeurs veulent. Des bêtes capables de tenir des heures sous le soleil. Les blessures, elles, sont inévitables. Chaque jour laisse sa trace. Un bleu, une entaille, une brûlure. Les médecins du ludus vous soignent sommairement. Ils recousent, pensent, cautérisent. Ils ne cherchent pas à guérir parfaitement, seulement à vous remettre sur pied pour l'entraînement du lendemain. Vous apprenez vite que la douleur n'est pas un obstacle, mais une compagne. Vous combattez avec vos plaies, vous dormez avec vos cicatrices. La souffrance devient votre normalité. Mais ce qui forge le plus votre esprit, c'est la peur. L'instructeur ne cesse de vous rappeler que tout cela n'est pas un jeu. Un jour, bientôt, vous serez dans l'arène. Et là, il n'y aura pas de bois, pas de filet d'entraînement. Seulement le fer, la sueur et le sang. Chaque exercice est une répétition générale. Chaque coup raté est une mort différée. Vous comprenez que l'entraînement n'est pas une corvée. C'est votre unique chance de ne pas tomber au premier assaut. Et pourtant, malgré cette terreur, une étrange fierté naît en vous. Vous sentez vos gestes s'affirmer, vos réflexes s'aiguiser. Vous vous surprenez parfois à apprécier la sensation d'un mouvement bien exécuté, la force qui monte dans vos bras, l'équilibre qui devient naturel. Vous restez un esclave, un condamné, mais dans l'arène. Vous savez que votre seule arme sera ce corps que l'entraînement transforme jour après jour. Ainsi se forge le gladiateur, dans la sueur, dans la honte, dans la peur, mais aussi dans la certitude que chaque goutte de sang épargnée dans la cour pourrait signifier une goutte de sang de moins dans l'arène. Et tandis que vos mains s'endurcissent et que vos gestes deviennent sûrs, une idée vous hante. Êtes-vous encore un homme, ou déjà une bête de combat façonnée pour le plaisir de Rome? Dans le ludus, vous ne choisissez pas vos armes. Ce n'est pas votre volonté qui compte, mais celle du laniste et des instructeurs. Car dans l'arène, chaque gladiateur doit incarner un rôle. Et ce rôle, il est défini avant même que vous ne teniez une véritable épée. Votre identité sera celle d'un type de combattant, et votre vie entière dépendra de cet équipement. Le premier jour où l'on vous présente vos armes est solennel. Les instructeurs vous conduisent dans un espace où sont entreposés casques, boucliers et armes. La pièce est sombre, mais les reflets du métal accrochent la lumière des torches. Vous sentez l'odeur âcre du cuir usé, du fer huilé, du bois poli par des mains rugueuses. Ces objets ne sont pas de simples outils, ce sont vos nouveaux maîtres, vos nouveaux compagnons, vos bourreaux et vos sauveurs. Le murmillo, par exemple, porte un casque énorme, orné d'une crête qui recouvre entièrement la tête. Sa visière percée de petits trous réduit la vision à un mince champ de bataille. Dans sa main, il tient le gladius, une épée courte mais redoutable, et le scutum, un bouclier rectangulaire qui protège son corps. Son rôle est celui du soldat, du combattant lourd, lent mais puissant, avançant comme une muraille humaine. Face à lui se trouve souvent le rétiaire. Lui n'a pas de casque fermé, seulement une protection sur le bras et l'épaule. Il combat presque nu, armé d'un filet et d'un trident. Léger, rapide, il tourne autour de son adversaire, cherchant à le piéger dans ses filets avant de l'achever d'un coup de sa longue fourche. Aux yeux du public, il incarne l'agilité contre la force brute, le pêcheur contre le soldat. Il y a aussi le thrace, avec son petit bouclier rond et sa sika, une épée recourbée faite pour frapper de biais, contournant les défenses. Son casque porte un haut panache et des protections pour les joues, ce qui lui donne une allure féroce. Le secutor, lui, ressemble au murmillo, mais son casque est lisse, arrondi, percé seulement de 2 petits trous pour les yeux, afin de ne pas se laisser piéger par le filet du rétiaire. Chaque détail de ces équipements est pensé non seulement pour le combat, mais aussi pour le spectacle. Car dans l'arène, il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit d'incarner un personnage. Chaque type de gladiateur est une figure, un archétype que le public reconnaît et attend. Les Romains aiment ces oppositions. Lourd contre léger, vitesse contre endurance, filet contre glaive, petit bouclier contre grand bouclier.
C'est un théâtre sanglant où les armes définissent les rôles. Et vous, que vous le vouliez ou non, vous devenez acteur de cette pièce. Le poids de l'armure est accablant. Le casque vous écrase le crâne, la sueur s'y accumule, votre respiration s'y fait courte. Le bouclier, lourd et encombrant, engourdit votre bras gauche. Vos jambes ploient sous le métal qui les protège. Et pourtant, vous devez apprendre à bouger avec légèreté, à combattre avec précision. L'armure n'est pas une protection parfaite. C'est une contrainte qu'il faut maîtriser. L'entraînement avec l'armure est épuisant. Chaque mouvement devient un effort titanesque. Vous courez, vous frappez, vous tombez, et à chaque instant, le métal vous rappelle sa présence. Vos épaules brûlent, vos hanches sont marquées par le frottement des lanières. Mais les instructeurs vous forcent à continuer, car dans l'arène, vous n'aurez pas le choix. Il faut que le casque, le bouclier, l'épée deviennent une extension de votre corps. À mesure que vous vous habituez, vous commencez à comprendre une chose. L'armure et les armes ne sont pas seulement un fardeau, elles sont aussi votre identité. Dans le ludus, on ne vous appelle plus par votre nom d'origine. On vous appelle par votre type de gladiateur. Le murmillot, le thrace, le rétiaire. Comme si vous aviez cessé d'être un homme pour devenir un rôle. Et ce rôle, il est à la fois votre masque et votre prison. Quand vous portez ce casque, quand vous saisissez ce glaive ou ce trident, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes l'image que Rome attend. Et peu importe qui vous étiez avant, car désormais, c'est ce personnage qui devra vivre, combattre, souffrir et mourir dans l'arène. Lorsque vous enfilez pour la première fois une armure complète, vous découvrez un autre monde. Le casque descend sur votre tête, et aussitôt la lumière se rétrécit. Vous ne voyez plus qu'à travers une fente étroite, ou deux petits trous percés dans le métal. Tout devient flou, limité. Les voix des instructeurs résonnent comme étouffées, lointaines, amplifiées par l'écho métallique. La sueur dégouline sur vos joues, vos cheveux rasés collent à votre cuir chevelu. Vous avez l'impression d'étouffer, mais il faut continuer à respirer, lentement, malgré le poids qui écrase vos épaules. Le scutum, le grand bouclier rectangulaire, vous paraît d'abord impossible à manier. Haut comme un homme, large comme une porte, il recouvre presque tout votre flanc gauche. Son poids se concentre sur votre bras et vos doigts, qui s'engourdissent vite. Les instructeurs vous ordonnent de le garder levé, toujours levé, même quand vos muscles hurlent, car baisser le bouclier, c'est s'exposer. Et dans l'arène, la moindre ouverture est fatale. Le glaive, court mais redoutable, tranche vite et fort. Il ne sert pas à frapper de taille comme une longue épée, mais à percer, à poignarder. Les instructeurs vous rappellent sans cesse, le glaive ne danse pas, il tue. Vous apprenez à viser les points faibles de l'armure adverse, à chercher la gorge, le flanc, les cuisses. Chaque coup doit être précis, sec, mortel. L'arène n'est pas un champ de bataille, mais un duel où chaque geste compte. Puis viennent les autres armes, plus exotiques. Le trident, long et souple, que l'on manie avec les deux mains. Sa hampe résonne quand il heurte un bouclier. Ses trois pointes brillent comme des dents prêtes à mordre. Le filet, léger mais traître, demande une habileté extrême. Vous devez apprendre à le lancer au bon moment, à piéger un adversaire dans ses mailles, à resserrer d'un coup sec. Le moindre raté vous laisse sans défense. Combattre avec filet et trident, c'est combattre avec l'agilité d'un danseur, mais aussi avec le risque constant d'être écrasé par un adversaire plus lourd. Chaque type de gladiateur est façonné pour offrir un contraste. Le public veut du spectacle, pas seulement du sang. Un murmillot massif face à un rétiaire agile, c'est un duel d'archétypes. Le mur contre le poisson, la force brute contre la ruse. Un thrace, avec sa petite épée recourbée, doit se faufiler, chercher l'ouverture, se battre comme un fauve bondissant. Un secutor, au casque lisse et oppressant, incarne le chasseur implacable. Ces oppositions sont pensées comme des histoires vivantes, des tragédies jouées dans la poussière. Et vous, prisonnier de votre rôle, vous devez entrer dans la peau de ce personnage. Mais porter une armure, c'est aussi porter une seconde peau qui finit par marquer votre chair. Les lanières de cuir vous entaillent. Les plaques de métal frottent vos hanches et vos épaules. Des bleus apparaissent là où le casque appuie trop fort. Des cicatrices s'accumulent sous les protections. Votre corps se couvre de marques invisibles au public, mais que vous ressentez chaque nuit en essayant de dormir sur la paille. L'entraînement avec ces armes devient rapidement une épreuve d'endurance. On vous fait répéter encore et encore les mêmes combinaisons, lever le bouclier, frapper du glaive, reculer, avancer, esquiver. Les instructeurs hurlent, plus vite, plus fort, comme si votre vie en dépendait.
car en vérité, elle en dépend. Chaque coup que vous ratez ici est une mort certaine là-bas, dans l'arène. Les combats d'entraînement avec équipement complet sont particulièrement terribles. Le casque réduit votre respiration, le bouclier pèse, le glaive devient lourd dans votre main tremblante. Vous affrontez un adversaire tout aussi épuisé, mais chacun de vous doit donner l'illusion de la férocité. Vous frappez, vous parez, vous tombez, vous vous relevez. Le choc des boucliers résonne comme un tonnerre dans la cour du Ludus. Les instructeurs observent, notant qui garde son calme, qui panique, qui résiste, qui s'effondre. C'est à ce moment que vous comprenez vraiment. Vos armes et votre armure ne sont pas seulement des outils. Elles sont votre identité, mais aussi votre cage. Elles définissent qui vous êtes aux yeux des spectateurs. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes le murmillot, le thrace, le rétiaire. Votre individualité a disparu derrière ce rôle. Quand vous entrerez dans l'arène, le public ne criera pas votre nom. Il criera le nom de votre type, de votre masque de fer et de cuir. Et pourtant, malgré cette dépossession, vous vous accrochez à vos armes, car elles sont aussi vos seules chances de survie. Vous les haïssez pour leur poids, leur inconfort, leur douleur. Mais vous les aimez pour la protection qu'elles offrent, pour la possibilité qu'elles donnent de frapper, de blesser, de vivre un jour de plus. Chaque entaille sur votre bouclier, chaque bosse sur votre casque, est une cicatrice de métal qui témoigne d'un instant où vous auriez pu mourir. À mesure que les jours passent, vous commencez à ressentir une étrange fusion. Le glaive n'est plus une arme étrangère, mais le prolongement de votre bras. Le bouclier n'est plus un fardeau, mais une seconde peau. Le casque, bien que toujours étouffant, devient un refuge où vous vous cachez de la foule. Vous réalisez que, peu à peu, vous n'êtes plus seulement un homme portant une armure. Vous êtes l'armure elle-même. Vous êtes devenu ce rôle que Rome vous a assigné. Et dans cette transformation, une pensée glaçante s'impose. Peut-être que le jour où vous tomberez dans l'arène, ce ne sera pas vraiment vous qui mourrez. Ce sera le murmillot, le thrace, le rétiaire. Vous, l'homme que vous étiez avant, avez déjà disparu derrière le masque. Vous avez vécu l'ombre des chaînes. Vous avez connu la discipline impitoyable du Ludus. Mais rien, absolument rien, ne vous prépare vraiment au jour où l'on vous emmène à l'amphithéâtre. Là, au cœur de la cité romaine, vous découvrez le véritable théâtre de votre existence, l'arène. Dès l'aube, les rues résonnent de rumeurs. C'est jour de spectacle. Les citoyens de tous âges, de toutes classes, convergent vers l'amphithéâtre. Les plus riches viennent avec leurs esclaves et leurs coussins de soie. Les plus pauvres se pressent dans les gradins supérieurs, serrés, bruyants, mais heureux d'assister gratuitement à la distraction offerte par l'Empire. Les vendeurs ambulants crient, proposant du vin, des olives, des figues séchées. L'air sent déjà la sueur, le pain chaud et l'excitation d'une fête populaire. Vous, derrière les murs de l'arène, attendez. Le bruit de la foule vous parvient comme une marée lointaine, mais déjà, il vous oppresse. Vous sentez votre cœur battre plus vite, vos mains se couvrir de sueur. Vos compagnons se taisent, certains prient, d'autres fixent le sol. Vous comprenez que personne ne sort indemne de ce moment. Avant même d'affronter un adversaire, vous affrontez l'angoisse dévorante de la foule. Les portes s'ouvrent et le monde bascule. La lumière vous aveugle un instant. Vous entrez dans l'arène, ce vaste espace ovale recouvert de sable. Les gradins s'élèvent en cercles successifs, remplis de dizaines de milliers de spectateurs. Le vacarme est assourdissant. Cris, applaudissements, huées. Chaque visage semble vous juger, chaque regard vous transperce. Vous êtes seul, minuscule, exposé. Le sable sous vos pieds est chaud, poussiéreux. Vous remarquez qu'il est taché par endroits, le rouge sombre du sang séché, recouvert à la hâte d'une nouvelle couche. L'odeur est particulière, mélange de sueur, de poussière, de fer et de mort. Vous inspirez et vos poumons se serrent. C'est l'odeur de l'arène, une odeur que vous n'oublierez jamais. Le cérémonial commence. Les trompettes retentissent, annonçant l'ouverture des jeux. Le magistrat local ou l'empereur, assis dans sa loge d'honneur, lève la main. Tous les gladiateurs présents s'allument d'une même voix. Ave César, Morituri te salutant. Mort salut à toi, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Ces mots, terribles, résonnent dans vos entrailles. Car oui, vous êtes prêts à mourir, et la foule le sait. La matinée est souvent consacrée à d'autres spectacles. Chasse d'animaux exotiques, exécution de criminels, reconstitution de batailles. Depuis vos coulisses, vous entendez les rugissements des lions, les cris des condamnés, les applaudissements des spectateurs. Vous savez que votre tour viendra après ces amusements. Mais déjà,
L'odeur du sang est partout, et le sable se teinte de rouge. Lorsque vient enfin le moment des gladiateurs, l'excitation de la foule atteint son paroxysme. Vous êtes conduits dans l'arène avec vos compagnons. Chaque duo est annoncé, parfois avec une mise en scène. On oppose un murmillot massif à un rétiaire agile, un thrace nerveux à un secutor implacable. Le public connaît ces figures, les attend, les réclame. Vous êtes à la fois combattants et acteurs, soldats et marionnettes. Le vacarme est insoutenable. Des milliers de voix hurlent, scandent, encouragent ou insultent. Vous ne savez plus si vous combattez pour survivre ou pour satisfaire cette foule avide. Le poids de votre armure vous écrase, mais l'adrénaline vous porte. Vos yeux cherchent votre adversaire, vos mains se crispent sur vos armes. Vous sentez la poussière coller à votre sueur, vos muscles vibrer sous l'effort. Et dans ce tumulte, une vérité glaciale s'impose. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes un spectacle, une offrande faite à Rome pour qu'elle s'amuse, qu'elle s'émerveille, qu'elle se défoule. Votre vie ne vous appartient plus. Elle est entre les mains du public, du magistrat, de l'empereur. Un geste de leur part peut décider de votre destin. Le signal est donné. Un son de trompette fend l'air, sec, implacable. La foule se tait un instant, puis explose en un rugissement qui vous transperce les os. Vous êtes dans l'arène. Votre adversaire s'avance, armé, casqué, déjà auréolé de la poussière qui vole sous ses pas. Vous sentez votre gorge se serrer, vos jambes se tendre. Le combat commence. Le sable crisse sous vos sandales, collant à votre sueur. Votre bouclier s'alourdit à chaque mouvement. Votre glaive pèse dans votre main. Vous respirez vite, le souffle résonne contre les parois de votre casque. Le champ de vision est réduit à une étroite fente. Et chaque fois que vous bougez, la sueur brouille vos yeux. Vous entendez votre cœur battre si fort qu'il couvre presque le vacarme de la foule. Le premier choc est brutal. Votre adversaire frappe de toutes ses forces et l'impact résonne dans votre bras comme un coup de marteau. Vos muscles tremblent, vos dents claquent, le bouclier vous protège, mais déjà vos os souffrent du contre-coup. Vous répliquez maladroitement, mais vos coups trouvent parfois leur cible. Le public réagit à chaque geste, il hue vos erreurs, il acclame vos attaques réussies. Vous comprenez vite que vous ne combattez pas seulement contre un homme, mais aussi pour séduire une foule avide. La poussière s'élève en nuages à chaque pas. Elle colle à vos lèvres, elle entre dans vos poumons, elle brouille votre vue. Votre adversaire tourne autour de vous, rapide, menaçant. Les instructeurs du Ludus vous ont préparé à ces gestes, mais ici, la peur amplifie tout. Vous frappez trop fort, vous parez trop tôt, vous trébuchez presque. Le sol glisse sous vos sandales, maculé par le sang séché des combats précédents. Puis vient la douleur. Un coup mal paré, et le glaive de votre adversaire entaille votre épaule. Ce n'est pas une blessure mortelle, mais la brûlure est vive. Le sang coule sous votre armure. La foule hurle de plaisir, excitée par la vue de votre sang. Vous comprenez alors à quel point vous êtes réduit à un rôle. Votre douleur est leur divertissement. Vous serrez les dents, vous reculez, vous reprenez votre garde. Chaque respiration est un effort, chaque geste une lutte. Vous vous souvenez des mots des instructeurs. Ne pense pas, frappe. Ne crains pas, avance. Alors vous frappez, encore, encore. Vous sentez votre adversaire vaciller. Le choc de vos armes résonne comme un tonnerre. Vos muscles brûlent, mais l'instinct prend le relais. Vous ne combattez plus pour survivre, mais parce que votre corps, façonné par des mois d'entraînement, ne sait plus faire autre chose. Et soudain, il tombe. Votre adversaire s'écroule dans le sable, le souffle court, le glaive à terre. Vous le dominez, haletant, tremblant, couvert de sueur et de sang. La foule exulte, mais ce n'est pas fini. Car maintenant, votre destin et celui de votre adversaire reposent entre les mains du public. Vous levez les yeux vers les gradins. Des milliers de voix hurlent, s'entremêlent. Certains crient « Laissez-le vivre ». D'autres « Tuez-le ». Vous cherchez la loge du magistrat, ou celle de l'empereur si vous êtes à Rome. Là, dans cette tribune ornée, un homme, parfois d'un simple geste, décide de la vie ou de la mort. Pouce levé, la grâce. Pouce tourné ou baissé, la mort, l'attente est insoutenable. Votre glaive tremble au-dessus de la gorge de votre adversaire. Vous entendez son souffle, rapide, ses supplications étouffées par le casque. Vous sentez le sable chaud sous vos genoux, le sang qui imbibe vos mains. Et tout autour, les cris, les applaudissements, l'excitation sauvage d'une foule ivre de spectacle. Puis, le geste tombe. Grâce ou exécution. Si c'est la mort, vous frappez. Votre adversaire s'effondre, et son sang s'ajoute aux couches qui imprègnent déjà l'arène. La foule rugit de joie, galvanisée par ce sacrifice. Si c'est la grâce,
vous reculez et les applaudissements saluent votre victoire. Mais dans tous les cas, une vérité s'impose. Vous n'êtes pas maître de votre destin. Vous êtes un pantin, et Rome tient les fils. Quand vous regagnez les coulisses, vos jambes tremblent. Le vacarme de la foule résonne encore dans vos oreilles. Votre corps est meurtri, votre esprit vidé. Vous êtes vivant cette fois, mais vous savez que demain, la roue tournera encore, et qu'un jour, tôt ou tard, ce sera votre sang qui restera dans le sable de l'arène. Le moment arrive toujours plus vite qu'on ne l'imagine. Un jour, les surveillants viennent au dortoir, appellent des noms, et le vôtre est prononcé. Cette fois, ce n'est pas un simple entraînement. Ce n'est pas une humiliation collective ou une démonstration devant les instructeurs. Non, cette fois, vous êtes désigné pour l'arène. Dès l'instant où vous entendez votre nom, le temps se fige, votre bouche s'assèche, vos mains se crispent. Les vétérans, habitués à ce rituel, vous lancent des regards lourds. Certains murmurent un mot d'encouragement, d'autres se contentent de hausser les épaules. Ils savent que, pour beaucoup, ce sera la dernière marche franchie avant l'oubli. On vous prépare comme on équipe un soldat, mais avec une différence terrible. Vous n'êtes pas envoyé au combat pour défendre une patrie ou un chef, mais pour divertir une foule. Le laniste supervise les derniers ajustements. On vous passe le casque, on ajuste les lanières de cuir, on resserre le bouclier contre votre bras. Vos armes vous paraissent soudain plus lourdes que jamais, pas parce qu'elles ont changé de poids, mais parce que vous savez qu'elles porteront le fardeau de votre vie. Dans les couloirs sombres qui mènent à l'arène, vos pas résonnent. Vous n'êtes pas seul. Autour de vous, d'autres gladiateurs avancent, les visages tendus, le silence pesant. Certains prient les dieux, d'autres fixent le vide. Vous entendez le bruit lointain de la foule, comme une mer en furie. Chaque pas vous rapproche de cette tempête. Puis les portes s'ouvrent. La lumière du soleil vous aveugle, la clameur explose. Vous entrez dans l'arène, ce théâtre où chaque instant peut être le dernier. Vous sentez la chaleur du sable à travers vos sandales. L'odeur métallique du sang séché, le poids oppressant des milliers de regards fixés sur vous. Face à vous, un adversaire s'avance. Vous ne le connaissez pas vraiment. Peut-être l'avez-vous croisé au Ludus, peut-être pas. Peu importe. Aujourd'hui, il est votre ennemi. Comme vous, il est armé, casqué, tendu. Comme vous, il sait que la foule réclame un spectacle et que l'un de vous deux pourrait ne jamais revoir la nuit. Le combat commence. Pas d'hésitation, vous devez frapper le premier. Vos instructeurs vous l'ont répété 1000 fois. L'agressivité sauve, l'hésitation tue. Vous avancez, bouclier levé, glaive prêt. L'impact est violent. Votre bouclier heurte le sien, vos épées s'entrechoquent, les cris de la foule s'élèvent. La poussière s'envole, collant à votre sueur. Chaque geste est une lutte. Vous sentez le poids de votre casque, le souffle court, le cœur qui bat à tout rompre. Votre adversaire frappe fort et vous paraît de justesse. Votre bras engourdi tremble sous le choc. Vous tentez une riposte, un coup bas, mais il esquive. Vous tournez, vous reculez, le sable glisse sous vos pieds. Vous entendez la foule qui gronde, qui réclame plus de spectacle. Vous ne combattez pas seulement pour survivre, vous combattez pour exister aux yeux de ces milliers de spectateurs. Si vous ne donnez pas un combat spectaculaire, si vous vous contentez de fuir et de parer, la foule se lassera et sa colère se retournera contre vous. Vous devez frapper fort, montrer votre courage, exagérer vos gestes, même dans la douleur. La stratégie devient une seconde nature. Vous observez ses failles, ses respirations, la manière dont il lève son bouclier, la lenteur de son bras droit. Vous attendez le moment. Vous feignez une attaque haute, puis frappez bas. Le glaive entaille légèrement sa cuisse. La foule rugit. Vous avez marqué. Ce n'est pas une blessure mortelle, mais c'est un point gagné. Dans l'arène, chaque coup qui fait réagir le public compte autant que chaque coup qui affaiblit l'ennemi. Mais l'effort est inhumain. Vos muscles brûlent, votre souffle est court. Le sable colle à votre sueur, la poussière vous aveugle, le casque vous étouffe, et chaque respiration est une lutte. Vous êtes enfermé dans ce duel, coupé du monde, concentré uniquement sur ce corps en face de vous qui menace votre vie. Puis vient l'instant où tout se joue. Un mouvement de trop, une erreur, et vous trébuchez. Votre adversaire lève son glaive, prêt à frapper. Le temps ralentit. Vous voyez le fer briller dans la lumière. Vous sentez la panique envahir votre corps. Mais dans un dernier réflexe, vous roulez. Le sable s'infiltre dans votre bouche et vous vous relevez. Le public explose. Vous avez échappé à la mort de justesse. Cet instant vous rappelle pourquoi vous êtes là. Pour survivre, oui, mais aussi pour captiver. Votre vie tient à un fil
et ce fil est tenu par deux forces, vos armes et les cris de la foule. Tant qu'ils vous soutiennent, vous avez une chance. Mais si vous faiblissez, si vous décevez, alors même vos victoires ne suffiront pas. Dans l'arène, il n'y a pas de demi-mesure. Ou vous survivez, ou vous mourrez. Mais chaque seconde passée à respirer sous ce casque, chaque instant où vos jambes tiennent encore debout, est déjà une victoire contre l'inévitable. Le combat continue, et chaque seconde devient un gouffre. Le bruit de vos respirations emplit votre casque. Votre souffle est court, sifflant, comme si l'air lui-même refusait d'entrer. Vos muscles sont en feu, vos bras tremblent sous le poids du bouclier. Mais vous n'avez pas le choix. Reculer, c'est mourir. Votre adversaire attaque encore. Son glaive heurte votre bouclier. Le choc vous fait reculer de 2 pas. Vous sentez vos jambes vaciller, mais vous tenez bon. La foule, elle, hurle. Elle veut du sang, elle veut du spectacle. Chaque fois que vos armes s'entrechoquent, elle rugit comme une bête géante. Vous êtes pris dans sa gueule, prisonnier d'une créature faite de milliers de voix. Puis, un coup mal paré. La lame glisse le long de votre bouclier et mord votre flanc. La douleur est vive, brûlante. Vous poussez un cri étouffé. Vos jambes fléchissent. Le sang coule sous votre armure, poisseux, chaud. La foule exulte. Ce n'est pas une blessure mortelle, mais assez profonde pour vous rappeler que vous êtes à 2 doigts de la fin. Vous serrez les dents, vous resserrez votre garde. Vous ne pouvez pas tomber. Pas encore. Vous cherchez à reprendre l'avantage. Un pas en avant, un coup feinté, une attaque rapide. Votre glaive frappe son bras, l'érafle, mais ne le désarme pas. Pourtant, la foule réagit. Elle crie votre nom, ou plutôt le nom de votre rôle. Murmillo, Retiarius, Thrace, peu importe qui vous êtes, ce n'est plus vous que l'on acclame, mais la figure que vous incarnez. Et dans ce cri collectif, vous trouvez une force nouvelle. Le sable glisse sous vos pieds, vos sandales s'enfoncent. Vous reculez, vous avancez, vous tombez presque. Votre respiration est un supplice. Chaque geste est un combat contre la fatigue, contre la douleur, contre la peur. Mais vos bras continuent, vos coups partent, vos jambes obéissent. Comme si votre corps, façonné par l'entraînement, refusait de céder. Puis, enfin, l'ouverture. Votre adversaire lève son bouclier trop haut, juste une seconde. Vous frappez, un coup sec, précis. Votre glaive touche son épaule, il vacille, il recule. Vous frappez encore, poussé par l'instinct et la rage. La foule explose. Votre adversaire tombe dans le sable, son bouclier lui échappe, son glaive tombe à quelques pas. Vous le dominez désormais. Vous haletez, le souffle court, le glaive tremblant dans votre main. Votre casque est lourd, étouffant, mais vous sentez l'instant. Vous avez gagné. Mais ici, la victoire n'est jamais totale. Car votre adversaire n'est pas mort. Pas encore. Il est à vos pieds, étendu, vulnérable. Et maintenant, ce n'est plus votre choix. C'est celui de la foule. Le silence tombe dans l'amphithéâtre, presque irréel après le vacarme. Des milliers d'yeux fixent la scène. Le magistrat ou l'empereur lève la main. La foule crie, débat, se divise. Certains veulent la clémence, d'autres exigent la mort. Le geste du pouce décidera du destin de l'homme au sol. Vous attendez, le glaive pointé vers sa gorge. Vous sentez son souffle rapide, son regard suppliant derrière les fentes de son casque. Vous entendez son murmure, faible, presque inaudible. Pitié. Mais la foule ne connaît pas la pitié. Elle réclame du spectacle, elle veut une conclusion. Puis le signal tombe. Grâce ou exécution. Si c'est la grâce, vous reculez, levez les bras et la foule acclame votre victoire. Vous regagnez les coulisses, vivant, tremblant, vidé. Mais vous savez que ce n'est qu'un sursis. D'autres combats viendront. Si c'est la mort, alors vous frappez. Le glaive descend, rapide, définitif. La foule explose, rugit de plaisir. Le sang s'ajoute au sable déjà imprégné. Vous vous relevez, le bras levé, couvert de sueur et de poussière. Vous êtes vainqueur, mais à quel prix? Le visage de votre adversaire vous hantera peut-être, ou peut-être pas. Dans l'arène, il n'y a pas de place pour les regrets. En regagnant les coulisses, vos jambes tremblent, vos bras sont lourds comme du plomb. Vous respirez difficilement, mais vous êtes vivant. Cette fois encore. La foule continue de rugir, mais déjà, elle vous oublie. Car demain, un autre combat viendra, un autre gladiateur tombera. Et vous savez que tôt ou tard, ce sera votre tour. Dans l'arène, personne n'est immortel. Chaque victoire n'est qu'un délai. Chaque triomphe n'est qu'une étape vers l'inévitable. Le gladiateur qui combat aujourd'hui est un homme condamné. Et vous, à chaque souffle que vous arrachez à l'arène, vous vous demandez « Combien de temps tiendrez-vous encore ?» Le combat est terminé. Vous avez survécu. Le sable collé à votre sueur,
la douleur dans vos membres, l'écho assourdissant de la foule encore dans vos oreilles. Mais quand vous quittez l'arène, vous découvrez une autre facette de votre existence. Car à Rome, le gladiateur vit dans une contradiction permanente. Méprisé comme un esclave, mais admiré comme une star. Dès le lendemain de votre combat, la rumeur se répand. Dans les tavernes, dans les marchés, dans les rues, on parle de vous. Pas de votre nom, car il est oublié depuis longtemps, mais du murmillot qui a terrassé son adversaire d'un coup habile, du rétiaire qui a échappé de justesse à la mort, du trace qui a fait couler le sang. La foule se souvient de vos gestes, les exagère, les transforme en légendes. Dans les murs du Ludus, vous restez un esclave. Vous obéissez aux ordres. Vous mangez la même bouillie fade. Vous subissez la même discipline. Mais dehors, dans la cité, une partie du peuple vous regarde autrement. Des graffitis apparaissent sur les murs, des dessins grossiers de gladiateurs, des noms griffonnés à la hâte. On écrit vos exploits, on vous érige comme un héros de l'arène. Les enfants rejouent vos gestes avec des bâtons. Les ivrognes discutent de vos chances pour le prochain combat. Et il y a les femmes. Car à Rome, les gladiateurs exercent une fascination étrange. Leurs cicatrices, leur force brute, leur proximité avec la mort en font des figures de désir. On raconte que certaines femmes de l'aristocratie n'hésitent pas à payer des fortunes pour s'approcher d'un gladiateur. Les empereurs eux-mêmes s'en plaignaient. Des matrones respectées quittaient leur foyer pour chercher la compagnie d'un homme couvert de sang et de poussière. Dans vos regards, elles voient la sauvagerie, l'instinct, une vitalité brute que les sénateurs raffinés ne peuvent offrir. Mais derrière cette admiration se cache toujours le mépris. Car pour les citoyens libres, vous restez un esclave, un criminel, une bête de spectacle. Ils vous acclament dans l'arène, mais vous n'aurez jamais le droit de vous asseoir à leur côté dans les gradins. Vous êtes l'incarnation de la force et du courage, mais aussi de l'infamie. Votre gloire est une gloire tachée. Dans les banquets, certains nobles se vantent de connaître un gladiateur, comme on exhibe un trophée exotique. Mais quand vous n'êtes plus utile, quand vous êtes trop vieux, trop blessé, trop brisé, le respect disparaît aussitôt. La gloire du gladiateur est toujours provisoire. Elle ne dure que tant que vous amusez le peuple. Et pourtant, cette gloire, même fragile, devient une drogue. Après un combat, quand la foule acclame votre nom, quand elle vous couvre de fleurs, quand elle réclame votre grâce, vous sentez une ivresse que rien d'autre ne peut donner. Pour un instant, vous n'êtes plus un esclave, vous êtes un Dieu vivant. Ce sentiment, fugace, vous pousse à continuer, à affronter encore, malgré la peur, malgré la douleur. Mais cette gloire est aussi une prison, car elle nourrit l'attente. Le peuple réclamera toujours plus. Si vous avez offert un beau combat, il en voudra un encore plus spectaculaire la prochaine fois. Si vous avez survécu, il attendra que vous défiez à nouveau la mort. Vous ne pouvez pas décevoir. Votre gloire est suspendue au fil de vos victoires, et ce fil se rompt vite. Chaque soir, dans le dortoir du Ludus, vous sentez ce poids. Certains gladiateurs s'enorgueillissent de leur popularité, se vantent d'être admirés, convoités. D'autres s'en moquent, convaincus que rien ne peut effacer l'humiliation de leur condition. Mais tous savent une chose, la gloire et la peur vont toujours ensemble. La peur de mourir, la peur d'être oublié, la peur de ne plus être acclamé. La gloire d'un gladiateur ne se vit pas seulement dans l'arène. Elle s'insinue dans chaque recoin de la cité, jusque dans des détails que vous n'auriez jamais imaginés. Des enfants s'amusent à tracer vos silhouettes grossières sur les murs. On vend de petites figurines de gladiateurs dans les marchés, et certains artisans vont jusqu'à orner des lampes à huile ou des coupes de terre cuite de votre image. Vous devenez un motif, un symbole, une marchandise. Dans les tavernes, les combats s'éternisent dans les conversations. On parie sur vos chances, on exagère vos coups. Certains affirment vous avoir vu frapper avec une telle puissance que votre adversaire aurait volé de plusieurs mètres dans les airs. D'autres inventent des détails. C'est lui qui a terrassé 2 hommes d'un seul coup. Vous êtes encore vivant, mais déjà transformé en légende. Et pourtant, quand vous regagnez le Ludus, la réalité vous rattrape. Vous n'êtes plus un héros, vous redevenez un esclave. Vous mangez la même bouillie d'orge. Vous dormez sur la même paillasse dure. Vous subissez les cris des instructeurs. Les chaînes qui pendent à vos chevilles quand vous regagnez vos quartiers sont là pour vous rappeler que votre gloire s'arrête à la porte de l'arène. Parfois, un honneur exceptionnel vous est accordé. Après une série de victoires, il arrive que le magistrat ou même l'empereur offre une couronne de laurier au vainqueur. Cette couronne, pourtant éphémère, vous donne l'illusion d'être un général triomphant, un citoyen digne des plus grands honneurs.
Vous défilez sous les applaudissements, portés par une gloire qui vous dépasse. Mais dès le lendemain, vous retournez à l'entraînement, sous le fouet du laniste. La contradiction est permanente. Dans la rue, des citoyens vous arrêtent, vous félicitent, vous offrent du vin. Mais si vous tentez de vous asseoir à leur table, ils se lèveront et vous chasseront. Les femmes vous envoient des billets doux, certaines prêtes à risquer leur réputation pour une nuit avec vous. Mais une fois l'ivresse passée, elles regagnent leur villa, et vous, vous retournez à vos chaînes. Cette gloire est d'autant plus cruelle qu'elle est fragile. Le peuple oublie vite. Un gladiateur qui brillait hier peut être ignoré demain. Il suffit d'une défaite, d'une blessure, d'un combat moins spectaculaire pour que les acclamations se taisent. Et le silence de la foule est pire que ces huées, car un gladiateur oublié est déjà un homme mort. Alors, beaucoup s'accrochent à cette reconnaissance comme à une drogue. Chaque cri, chaque applaudissement, chaque fleur jetée dans l'arène devient une bouffée d'oxygène. Certains gladiateurs en viennent même à aimer la foule plus que leur propre vie. Ils préfèrent mourir sous ces cris d'extase que survivre dans l'indifférence. La gloire devient un piège doré qui pousse à prendre plus de risques, à offrir plus de spectacles, à courir vers la mort avec le sourire. Et derrière cette gloire se cache une peur constante, la peur de l'oubli. Dans le dortoir du Ludus, le soir, les conversations tournent souvent autour de cette angoisse. Se souviendront-ils de moi? Graviront-ils mon nom sur un mur? Certains espèrent qu'un poète chantera leurs exploits, que leur nom vivra après eux. D'autres rient amèrement, persuadés que tout disparaîtra avec eux. Cette tension ronge l'esprit. Vous êtes adulés et méprisés à la fois, élevés au rang de héros et rabaissés à celui de bête. Vous sentez que votre existence n'est qu'un paradoxe vivant. Plus vous triomphez, plus vous appartenez à Rome, et moins vous vous appartenez à vous-même. Et quand vous croisez le regard de ceux qui vous admirent, vous savez une chose. Ils ne vous voient pas tel que vous êtes. Ils ne voient pas vos chaînes, vos cicatrices, vos nuits de peur. Ils voient une image, un rôle, un masque forgé par le sang et le sable. Vous êtes devenu une idole, mais une idole faite pour être brisée. Les combats se succèdent et laissent derrière eux des marques indélébiles. Un gladiateur qui survit plusieurs années n'est plus reconnaissable à force de cicatrices. Les entailles de glaive se superposent aux brûlures de cautérisation. Les bosses mal ressoudées s'ajoutent aux raideurs chroniques. Le corps devient un patchwork de souffrance, un témoignage vivant de chaque passage dans l'arène. À chaque retour de combat, le dortoir du Ludus se transforme en une salle de soins improvisée. Les blessés s'y entassent, couchés sur la paille, tandis que les médecins s'affairent avec les moyens du bord. On lave les plaies avec du vin, on les referme avec des aiguilles chauffées à vif. On applique des cataplasmes d'herbe pour tenter de calmer la fièvre. Les cris résonnent entre les murs, plus longs et plus douloureux que ceux poussés sous le regard du public. Car ici, il n'y a ni gloire ni applaudissements, seulement la souffrance nue. Les fractures sont une épreuve brutale. Un bras ou une jambe cassée est redressé à la force des mains, immobilisé à l'aide de planchettes de bois et de bandes de lin. La consolidation est rarement parfaite. Beaucoup de gladiateurs reprennent le combat avec des os tordus, des articulations fragilisées, des gestes limités. Mais dans le système du Ludus, l'important n'est pas la perfection du mouvement, mais la capacité à tenir debout et à frapper encore. Les infections sont le danger le plus redouté. Le sable souillé de sang, la poussière et la sueur transforment chaque blessure en porte ouverte aux maladies. Sans moyens modernes, les médecins utilisent ce qu'ils connaissent. Miel, vin, certaines plantes antiseptiques. Parfois cela suffit, souvent non. Un gladiateur qui sort victorieux d'un duel peut être emporté quelques jours plus tard par une simple fièvre, invisible aux yeux de la foule qui l'avait acclamé. La douleur chronique devient alors la norme. Une épaule qui se bloque, un genou qui plie mal, une respiration sifflante après un coup reçu à la poitrine. Tout cela fait partie du quotidien. Les gladiateurs apprennent à vivre avec un corps endommagé, car se plaindre n'a aucun sens. Tant qu'ils peuvent lever leurs armes, ils seront renvoyés dans l'arène. La douleur est perçue non pas comme un obstacle, mais comme une condition permanente de l'existence. Certains gladiateurs trop marqués deviennent des outils d'entraînement pour les plus jeunes. Trop blessés pour briller devant la foule, ils servent encore de partenaires, recevant les coups, tombant et se relevant inlassablement. Leur corps, usé et déformé, rappellent aux novices ce qui les attend au fil des années. Non pas une mort rapide, mais une lente déchéance. Les cicatrices deviennent une sorte de signature.
Certaines sont exhibées comme preuve de survie, d'autres dissimulées par honte. Mais toutes racontent la même histoire, celle d'une vie passée à souffrir pour nourrir le spectacle. La reine ne se contente pas de tuer, elle détruit lentement ceux qui en réchappent. Dans ce monde, la médecine n'est pas tournée vers la guérison complète, mais vers la fonctionnalité. On ne cherche pas à effacer la douleur, mais à la rendre supportable. On ne vise pas à restaurer un corps, mais à prolonger son utilité. Un gladiateur n'est pas soigné comme un homme, mais comme une arme que l'on affûte et que l'on répare tant qu'elle peut encore servir. Ainsi, la survie ne ressemble pas à une victoire. Elle s'apparente plutôt à une succession de réparations, une fuite en avant contre la douleur. Et dans les rares moments de silence, allongé sur la paille avec le corps brisé, chaque gladiateur comprend que sa vie n'est qu'un emprunt à la souffrance. Dans l'arène, la blessure est immédiate, brutale, souvent spectaculaire. Mais c'est après, dans le silence du ludus, que la véritable épreuve commence. La douleur ne disparaît pas une fois la plaie refermée. Elle s'installe, elle façonne, elle déforme. Le gladiateur vit moins avec ses victoires qu'avec ses séquelles. Les blessures ne sont pas des épisodes isolés, mais une accumulation. Un genou abîmé dans un combat reste fragile à chaque pas. Une épaule fêlée continue de se bloquer à l'entraînement. Les coups répétés sur la tête laissent des étourdissements persistants, des migraines qui rendent fou. Les médecins peuvent refermer une plaie, mais ils ne peuvent pas effacer les traces invisibles. À chaque combat, c'est une partie du corps qui s'use de manière irréversible. La vie quotidienne est une suite d'adaptations forcées. Monter une marche devient un supplice pour celui dont la hanche a été brisée. Soulever un bouclier est un calvaire pour celui dont le bras ne se plie plus correctement. Certains ne parviennent plus à dormir, torturés par la douleur des articulations en feu. La nuit, le dortoir résonne de gémissements étouffés, de respirations sifflantes, de corps qui tentent de trouver une position tolérable sur la paille humide. Les médecins, eux, ne cherchent pas à rendre la vie confortable. Leur rôle est de maintenir les gladiateurs dans un état fonctionnel. Tant que vous pouvez lever une arme, vous êtes jugé apte. On vous bourre de cataplasmes d'herbe pour calmer l'inflammation. On masse vos articulations avec des huiles épaisses. Parfois, on administre du vin fort ou des décoctions de pavot pour vous engourdir. Mais l'effet est temporaire. Une fois l'illusion dissipée, la douleur revient, plus mordante encore. La médecine devient aussi un instrument de propagande. Certains lanistes exhibent les cicatrices de leurs gladiateurs guéris, comme des trophées vivants. Montrer qu'un homme, ouvert de part en part, est de nouveau capable de combattre, c'est prouver la puissance de l'école. Le gladiateur soigné devient une publicité ambulante, preuve que même brisé, il peut encore servir Rome. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est sordide. Car beaucoup de gladiateurs vivent dans un état de semi-invalidité permanent. Ils se traînent, boitent, respirent difficilement. Ils savent qu'ils ne seront jamais vraiment guéris, mais seulement maintenus en état jusqu'au prochain combat. La douleur devient leur horizon, une frontière qu'ils n'espèrent plus franchir. L'économie du corps est implacable. Chaque gladiateur représente un investissement pour son laniste. Les soins prodigués ne sont pas motivés par compassion, mais par intérêt. Soigner une plaie, réduire une fracture, éviter une infection. Tout cela coûte moins cher que former un nouveau combattant. Ainsi, même les plus abîmés sont rafistolés encore et encore, jusqu'à ce que leur corps refuse définitivement. Certains gladiateurs, marqués à vie, deviennent malgré eux des symboles. Leurs cicatrices impressionnent le public, qui les acclame comme des survivants hors du commun. Mais ces acclamations sonnent creux dans le silence du dortoir, quand ils peinent à respirer, à marcher, à simplement exister. La gloire de la reine cache des vies raccourcies, brisées, condamnées à souffrir jusqu'au dernier souffle. Le pire n'est pas la mort rapide d'un duel. Le pire est cette lente descente, cette certitude que chaque combat ajoute une douleur de plus, une cicatrice supplémentaire, une pièce au fardeau déjà insupportable. Les gladiateurs ne vieillissent pas, ils s'effritent, morceau après morceau, sous le poids des coups et l'ombre de la douleur. Dans le parcours d'un gladiateur, tout se résume à une alternative implacable. Vivre assez longtemps pour gagner la liberté, ou mourir dans le sable de l'arène. Entre ces deux extrêmes, il n'y a pas de troisième voie. Et chaque jour passé au ludus, chaque combat affronté, chaque blessure encaissée rapproche un peu plus de cette issue finale. La mort est la plus fréquente. La majorité des gladiateurs ne survivent pas plus de quelques combats. La violence des duels, l'usure des corps, les infections, la brutalité du public qui réclame du sang. Tout cela contribue à une espérance de vie réduite à une poignée d'années.
parfois quelques mois seulement. Pour beaucoup, le destin est scellé dès le premier jour. Leurs noms, oubliés, se perdent dans la poussière des arènes, remplacés par d'autres visages, d'autres victimes. Mais pour les plus résistants, les plus habiles, ou parfois les plus chanceux, un autre avenir est possible, celui du rudi. Cette épée de bois, simple et sans tranchant, remise solennellement par un magistrat ou un empereur, est le symbole de la liberté retrouvée. Recevoir le rudi, c'est cesser d'être un esclave de la reine. C'est gagner le droit de quitter le ludus, de marcher libre parmi les citoyens. C'est la récompense suprême, l'aboutissement de toutes les souffrances. Mais cette liberté, rare et précieuse, ne s'offre qu'aux gladiateurs qui survivent assez longtemps pour devenir des légendes. Il faut accumuler les victoires, séduire le public, impressionner les magistrats. La liberté n'est pas donnée pour la bravoure seule, mais pour le spectacle, pour la réputation bâtie sous les cris de la foule. C'est un prix arraché au prix du sang, du temps et de la douleur. Dans le ludus, l'idée du rudis hante les conversations. Certains y croient, s'y accrochent comme à une lueur dans l'obscurité. Ils comptent leur victoire, espèrent que leur nom circulera assez dans la cité pour atteindre les oreilles des puissants. D'autres n'y croient pas, convaincus que personne n'échappe vraiment à la reine. Pour eux, le rudi est une illusion, un mythe destiné à maintenir l'espoir et donc la discipline. Et même pour ceux qui l'obtiennent, la liberté n'est pas toujours synonyme de délivrance. Les anciens gladiateurs affranchis portent avec eux leurs cicatrices, leurs infirmités, leurs traumatismes. Beaucoup ne retrouvent jamais une vie normale. Certains deviennent entraîneurs dans les écoles de gladiateurs, enseignant aux nouveaux venus les techniques et les souffrances qu'ils connaissent si bien. D'autres sombrent dans l'alcool, incapables de supporter le silence après les cris de la foule. Quelques-uns, rares, trouvent un métier, une famille, une existence nouvelle. Mais la majorité reste prisonnière d'un passé gravé dans leur chair. La mort, elle, est plus directe, plus implacable. Dans l'arène, il suffit d'une erreur, d'un faux pas, d'un adversaire plus fort. Le sable rouge absorbe les derniers instants, et le public passe vite à un autre combat. Le gladiateur n'est pas pleuré, il est remplacé. Sa mort, spectaculaire, n'est pas une fin tragique pour Rome, mais une distraction de plus, une offrande au peuple. Ainsi, chaque gladiateur vit avec cette double perspective. Chaque fois qu'il entre dans l'arène, il sait que le prochain combat peut être son dernier, ou un pas de plus vers la liberté. La tension entre ces deux issues forge leur existence. Vivre dans l'attente de la mort ou dans l'espérance d'un rudis. C'est ce paradoxe qui nourrit leur force, car chaque coup porté, chaque victoire arrachée, chaque survie gagnée est un instant volé au destin. Le gladiateur est condamné, mais il avance malgré tout, avec la rage de celui qui n'a rien à perdre. Dans l'ombre des amphithéâtres, le peuple acclame ces hommes qui vivent sur le fil. Et sans le savoir, il se fait complice de leur destin, car c'est lui, par ses cris, par ses applaudissements, qui décide qui vivra et qui mourra, qui aura une chance d'atteindre la liberté, et qui disparaîtra à jamais dans l'oubli. Chaque entrée dans l'arène est un face-à-face avec l'inéluctable. Vous le savez, vos compagnons le savent. La frontière entre la vie et la mort ne tient qu'à un geste, qu'à un souffle, qu'à la volonté de la foule. Le gladiateur vit dans une incertitude permanente, suspendu entre deux destins extrêmes. Le moment le plus lourd est celui qui suit la chute d'un adversaire. Vous êtes debout, haletant, glaive à la main. L'autre gît dans le sable, blessé, désarmé, vulnérable. Le silence tombe, la foule attend. C'est dans cet instant suspendu que le destin se décide. Vous levez les yeux vers les gradins, vers la loge du magistrat ou de l'empereur. Tout se joue alors. Si le geste de grâce est donné, vous avez survécu un jour de plus. Si c'est la mort, vous devenez bourreau malgré vous. Dans les deux cas, le combat vous rappelle la vérité. Votre vie n'est pas entre vos mains. Pour celui qui tombe, l'angoisse est encore plus grande. Étendu sur le sable, il attend, impuissant, le verdict. Ses yeux cherchent dans la foule une lueur de pitié, un signe de clémence. Mais Rome ne s'émeut pas des supplications. La foule réclame du sang ou de la magnanimité selon son humeur, rarement selon la justice. Ainsi, beaucoup de gladiateurs meurent, non pas parce qu'ils ont été faibles, mais parce que le peuple voulait un spectacle total. Et parfois, à l'inverse, un homme reçoit la grâce, non parce qu'il a dominé, mais parce qu'il a su plaire. La survie devient une question d'image, de théâtre, de charisme presque autant que de force. Le gladiateur doit apprendre à séduire le public autant qu'à vaincre ses adversaires. Sa survie dépend d'un jeu cruel, où la force et la mise en scène s'entrelacent. Au milieu de cette cruauté, il existe une lueur rare,
le rudi, l'épée de bois, simple, sans tranchant, mais chargée d'une signification immense. Quand elle est tendue à un gladiateur victorieux, c'est tout un monde qui bascule. Celui qui la reçoit cesse d'être esclave, cesse d'être une arme, cesse d'être une distraction. Il redevient un homme libre. Le jour où un gladiateur obtient le rudi est marqué par une cérémonie solennelle. L'arène, habituellement théâtre de mort, devient alors scène d'émancipation. La foule acclame, les trompettes résonnent, le magistrat proclame l'affranchissement. Le gladiateur, épuisé mais debout, reçoit l'épée de bois. Dans ses yeux brillent des larmes de fatigue, de douleur, mais surtout d'incrédulité. Car la liberté, pour un homme qui a survécu tant de fois au fil du glaive, ressemble presque à un rêve irréel. Mais cette délivrance est rarissime. Pour un gladiateur qui obtient le rudis, des dizaines, des centaines tombent sans jamais approcher cette récompense. La plupart meurent avant même d'espérer. Et ceux qui en rêvent savent que l'espérance est un poids. Plus elle grandit, plus la chute est terrible lorsqu'elle est brisée par un pouce tourné vers le sol. Même pour les affranchis, la liberté est souvent amère. Leur corps est marqué à vie, brisé par les blessures. Ils portent leurs cicatrices comme une seconde peau, reconnaissables entre mille. Certains trouvent une place dans la société, deviennent entraîneurs, gardes, parfois même mercenaires. Mais la plupart restent liés à l'ombre de l'arène, car Rome, fascinée par les gladiateurs, ne cesse de les ramener vers ce rôle, même quand ils ne portent plus l'armure. Ainsi, l'issue du destin du gladiateur est toujours teintée de souffrance. La mort est violente, rapide, souvent spectaculaire. La liberté est rare, fragile et jamais totale. Car même avec le rudi, le poids des années passées à combattre ne disparaît pas. Les cauchemars restent, les douleurs persistent. La mémoire des cris continue de hanter chaque silence. Cette dualité, liberté ou mort, fait de la vie du gladiateur une tragédie permanente. Il avance toujours au bord du gouffre, porté par l'espoir d'un jour improbable, mais conscient que la fin la plus probable est une chute sanglante sous les acclamations. Et dans cette tension constante réside la véritable essence de leur destin, être des hommes qui n'appartiennent pas à eux-mêmes, condamnés à vivre et à mourir pour le regard d'autrui. Leur gloire est empruntée, leur liberté hypothétique, leur mort presque certaine. Mais c'est précisément ce mélange qui fascine Rome et qui fait du gladiateur une figure à la fois admirée et sacrifiée. Quand un spectateur romain prenait place dans les gradins du Colisée ou d'un amphithéâtre provincial, il n'imaginait pas à quel point le spectacle qu'il allait voir était le fruit d'une organisation titanesque. Pour lui, l'important était la sueur, le sable et le sang. Mais derrière la poussière des combats, il existait un monde caché, fait de contrats, de calculs financiers, d'intérêts politiques et de stratégies commerciales. Les jeux de gladiateurs n'étaient pas seulement une distraction. Ils étaient une véritable industrie, une économie parallèle qui faisait vivre des milliers de personnes et consolidait le pouvoir des élites romaines. Tout commençait par la décision d'organiser des jeux. À Rome, mais aussi dans les grandes villes de l'Empire comme Carthage, Antioche ou Lyon. Ce choix était rarement innocent. Les édiles et les magistrats finançaient les combats de leur propre bourse, avec une arrière-pensée claire, acheter la faveur du peuple. Le fameux adage panem et circense, du pain et des jeux, acte n'était pas qu'une formule, c'était une stratégie politique éprouvée. Un citoyen affamé et oisif pouvait devenir un rebelle, mais un citoyen nourri et distrait par le spectacle des combats se transformait en spectateur docile, prêt à acclamer celui qui payait. Le coût était immense. Entretenir une troupe de gladiateurs n'avait rien d'anodin. Ces hommes vivaient dans des ludis, écoles spécialisées, où ils étaient nourris, logés, entraînés et soignés. Chaque gladiateur représentait un investissement en nourriture, en matériel, en soins médicaux rudimentaires. Les repas à base d'orge et de fèves, conçus pour donner de l'endurance, les armes forgées par les artisans, les armures de cuir et de métal, tout cela avait un prix. Organiser une seule journée de jeu pouvait coûter autant que construire un bâtiment public. Mais ce prix était considéré comme un placement. La gloire politique rapportait souvent davantage que les dépenses. C'est ici qu'intervenait une figure essentielle, le lanista, véritable entrepreneur du spectacle. Le lanista achetait, formait et louait ses gladiateurs aux magistrats. Pour lui, un gladiateur n'était pas un homme, mais un capital. Plus il survivait et plaisait au public, plus il rapportait. Certains gladiateurs atteignaient des valeurs astronomiques, devenant des vedettes intouchables. Le lanista, tel un agent moderne, négociait les conditions de leur apparition
et fixait des tarifs selon leur popularité. La mort elle-même était monnayée. Lorsqu'un gladiateur mourait, l'organisateur devait indemniser le lanista en lui versant le pretium mortis. Ce prix de la mort garantissait que le propriétaire ne soit pas ruiné par la perte de son investissement. Ainsi, le geste du pouce levé ou baissé n'était jamais purement symbolique, il dépendait aussi des finances. Un édile désargenté hésitait parfois à ordonner une exécution, non par compassion, mais pour éviter une facture trop salée. La vie du gladiateur se jouait autant dans les comptes que dans l'arène. Les coulisses économiques ne s'arrêtaient pas au contrat. L'organisation d'un spectacle mobilisait une chaîne entière de métiers. Les forgerons façonnèrent les glaives et les casques, les tanneurs préparaient les protections de cuir, les charpentiers construisaient les gradins temporaires dans les villes dépourvues d'amphithéâtres permanents, les peintres réalisaient des décors et des fresques éphémères, les cordonniers réparaient les sandales des gladiateurs. Tout un pan de l'artisanat vivait grâce au jeu. Autour de l'amphithéâtre, c'était un autre commerce qui fleurissait. Les marchands ambulants vendaient du vin, des fruits secs, du pain, des gâteaux au miel. Mais ils ne proposaient pas seulement de la nourriture, ils vendaient aussi des souvenirs. Les gladiateurs les plus célèbres étaient immortalisés sur des lampes à huile, des figurines en terre cuite, des bijoux en métal bon marché. Les enfants réclamaient des statuettes à l'effigie de leurs héros favoris. On pourrait dire que les gladiateurs étaient déjà des marques, à en exploiter à travers des produits dérivés. Et puis, il y avait les paris. Dans les gradins, les patriciens comme les simples citoyens misaient sur les duels. On pariait sur la durée d'un combat, sur le vainqueur, sur la manière dont l'adversaire tomberait. Les enjeux pouvaient être énormes, au point que certains combats étaient soupçonnés d'être truqués. Des gladiateurs recevaient des promesses de liberté ou des menaces pour influencer le résultat. Derrière la fureur des cris, il y avait donc aussi le murmure des transactions clandestines. Tout cela formait un écosystème complet, où l'homme réduit en esclavage devenait une valeur marchande. Le gladiateur n'était pas seulement un combattant. Il était un produit, un capital, un instrument de pouvoir et un objet de fascination. Son existence, entre la vie et la mort, alimentait une économie qui enrichissait les uns et donnait du prestige aux autres. Si les contrats, les lanistes et les paris révélèrent déjà une économie cachée, une autre dimension restait encore plus impressionnante. La logistique colossale qui rendait les jeux possibles. Derrière les gradins du Colisée et des amphithéâtres provinciaux, se cachait une fourmilière humaine, une machinerie invisible qui travaillait sans relâche pour que chaque journée de spectacle se déroule avec précision. Sous l'arène, les hypogées formaient un dédale de couloirs et de salles. Ces souterrains abritaient les gladiateurs en attente, les esclaves, les animaux sauvages, les armes et les décors. On y trouvait des trappes, des treuils et des ascenseurs rudimentaires, actionnés à la force des bras par des dizaines d'hommes. Ces mécanismes pouvaient faire surgir du sol un lion rugissant, une palissade en bois, un décor de forêt, ou même des colonnes entières pour transformer le visage de l'arène en quelques minutes. À chaque combat, la foule croyait assister à une magie divine. En réalité, c'était le fruit d'une organisation millimétrée, digne d'un chantier permanent. Les esclaves étaient les acteurs invisibles de cette machine. Ils nettoyaient le sable après chaque affrontement, retiraient les corps, transportaient les blessés. Ils manipulèrent les cages, graissèrent les treuils, installèrent les décors, changèrent le sable imbibé de sang pour le remplacer par une couche neuve. Certains esclaves étaient spécialisés. Il y avait ceux affectés aux animaux, ceux aux armes, ceux aux tâches mécaniques. Leur travail était ingrat, dangereux, mais vital. Sans eux, le Colisée n'aurait pas pu fonctionner un seul jour. Même le sable, cette poussière banale, avait une fonction économique. Choisi pour sa capacité à absorber le sang, il était régulièrement renouvelé. Des carrières entières étaient exploitées pour alimenter les amphithéâtres en sable. Transporté par charrette, étalé par esclaves, il était consommé par tonnes à chaque grande série de jeux. Le sol de l'arène devenait ainsi une ressource, un produit à gérer et à remplacer, au même titre que les armes ou les gladiateurs eux-mêmes. Les animaux constituaient une dépense monumentale. On en faisait venir de toutes les provinces, lions d'Afrique, ours des Balkans, panthères de Syrie, éléphants d'Inde, crocodiles du Nil. Leur transport nécessitait des navires, des caravanes, des gardes, des soigneurs improvisés. Beaucoup mouraient en route, ce qui augmentait encore les coûts. Mais pour l'empereur ou le magistrat, rien n'était trop cher. Plus l'animal était exotique, plus le prestige du spectacle grandissait. Voir un éléphant abattu dans l'arène ou un crocodile traqué par des chasseurs,
C'était assister à la démonstration que Rome dominait le monde entier, capable de capturer et de dompter la nature sauvage aux quatre coins de l'Empire. Les artisans, eux aussi, jouaient un rôle décisif. Les forgerons fabriquaient et réparaient sans cesse les glaives, casques et boucliers. Les tanneurs produisaient les protections de cuir. Les charpentiers montaient des gradins temporaires ou des décors spectaculaires. Les peintres réalisèrent des fresques et des accessoires colorés pour rendre les jeux encore plus impressionnants. Chacun apportait sa compétence à l'économie du spectacle. À chaque grande fête, ces métiers connaissaient une activité débordante, au point que les jeux constituaient pour eux une manne économique régulière. L'impact dépassait largement les coulisses. Dans les quartiers proches du Colisée, tavernes et auberges prospéraient grâce aux spectateurs venus de toute la ville et parfois de provinces voisines. Les vendeurs ambulants proposaient nourriture, vin, souvenirs, amulettes porte-bonheur. Les gladiateurs célèbres devenaient des idoles, reproduits sur des lampes à huile, des bijoux bon marché, des poteries décorées. Les enfants romains réclamaient ces objets, comme aujourd'hui on réclamerait le maillot d'un joueur de football. Les jeux créaient une économie parallèle, où la popularité d'un gladiateur se transformait en profit sonnant et trébuchant. Mais au-delà de l'argent et du commerce, les jeux avaient une fonction sociale et politique. Ils donnaient du travail à une foule de gens, esclaves, artisans, commerçants, charretiers, aubergistes. Ils stimulaient l'économie locale de chaque ville qui accueillait un amphithéâtre. Mais surtout, ils servaient à cimenter la cohésion de la société romaine. En offrant des spectacles gratuits, l'empereur ou le magistrat rappelait sa générosité. En exhibant des animaux venus de contrées lointaines, il montrait la puissance de Rome sur le monde connu. En exposant des hommes qui se battaient jusqu'à la mort, il rappelait que l'Empire ne reculait devant rien, pas même le sacrifice humain, pour affirmer sa domination. Les spectacles étaient donc des armes politiques. Ils détournèrent l'attention du peuple des difficultés du quotidien. La faim, la pauvreté, l'injustice. Tant que le peuple avait du pain et des jeux, il acceptait le reste. Le Colisée devenait ainsi un outil de gouvernement, un instrument de propagande plus efficace que n'importe quel discours. Chaque rugissement de lion, chaque cri de gladiateur, chaque applaudissement de la foule renforçait l'autorité du pouvoir en place. Et c'est peut-être là le secret le plus fascinant de ces coulisses. Comprendre que les jeux n'étaient pas organisés pour divertir seulement, mais pour gouverner. Ils servaient à acheter la paix sociale, à entretenir le prestige des élites, à rappeler la toute-puissance de Rome. Le gladiateur, en mourant, devenait non seulement un acteur de spectacle, mais un outil de propagande, un rouage dans une machine politique et économique bien plus vaste que lui. Ainsi, quand on imagine les combats du Colisée, il faut se souvenir de tout ce qui se cache derrière. Les esclaves qui tirèrent les cordes des trappes, les forgerons qui martelaient les épées, les navires qui transportèrent les fauves, les marchands qui comptaient leurs gains, les magistrats qui calculaient leurs dépenses. Chaque goutte de sang versée dans l'arène était le produit d'une chaîne immense, où se mêlaient l'argent, le travail et la propagande. Quand les jeux de gladiateurs disparurent des arènes romaines, l'Empire ne s'en trouva pas immédiatement transformé. Les pierres restaient debout, les amphithéâtres continuaient de dominer les villes, et les souvenirs des foules résonnaient encore longtemps dans les gradins vides. Mais le temps, inexorable, commença à recouvrir de poussière et d'oubli ce qui avait été l'un des piliers de la culture romaine. Pourtant, les gladiateurs n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont laissé une empreinte si forte qu'elle a traversé les siècles, survivant dans les textes, les images, les légendes, jusqu'à devenir aujourd'hui un mythe universel. La première étape de cet héritage, paradoxalement, fut la condamnation. Avec la montée du christianisme, le regard sur les jeux changea radicalement. Ce qui avait été célébré comme spectacle grandiose fut dénoncé comme barbarie païenne. Les pères de l'Église, de Tertullien à Augustin, s'élevèrent contre la reine. Pour eux, les combats de gladiateurs symbolisaient la décadence morale de Rome, son attachement à la violence et au sang. On raconte même qu'Augustin, dans ses confessions, évoque un ami entraîné malgré lui au Colisée. Au début, il détourne les yeux, refuse de regarder, mais peu à peu, il se laisse happer par la fascination du spectacle et en ressort bouleversé, comme possédé par ce qu'il a vu. Les chrétiens considéraient cette séduction du sang comme un danger spirituel, un poison pour l'âme. C'est dans ce climat qu'intervint un épisode marquant, celui du moine Télémachus. Selon la tradition, au début du VIe siècle, il pénétra dans l'arène pour tenter d'arrêter un combat. La foule, furieuse de voir interrompre son divertissement, le lapida à mort. Mais l'empereur Honorius,
choqué par cet événement, décida d'abolir les jeux de gladiateurs en 404. Cette décision ne fut pas seulement politique, elle traduisait une mutation culturelle. L'époque où l'on acclamait la mort comme spectacle touchait à sa fin. Pourtant, abolir n'était pas effacé. Les gladiateurs avaient marqué l'imaginaire collectif pendant près de 7 siècles. On ne pouvait pas simplement les balayer de la mémoire. Les amphithéâtres continuaient de trôner dans les villes, rappelant sans cesse leur usage passé. Les graffitis gravés sur les murs de Pompéi témoignaient encore de la ferveur populaire. On y lisait les noms de gladiateurs célèbres, accompagnés de slogans enthousiastes. Céladus, le favori des filles. Sens, le filet triomphant, comme si les habitants soutenaient des équipes sportives modernes. Ces inscriptions, banales et touchantes, sont peut-être l'héritage le plus authentique de cette époque. La preuve que derrière la violence, les gladiateurs avaient suscité une admiration sincère, presque affectueuse. Dans les villas, des mosaïques richement décorées continuaient de raconter leurs exploits. Certaines représentaient des duels précis, avec les noms des combattants inscrits, comme pour les immortaliser. On y voyait des rétières lançant leurs filets, des myrmillons brandissant leurs glaives, des arbitres séparant les combattants. Ces images ornaient les sols des maisons de notables, preuve que l'arène faisait partie de la culture quotidienne. Même disparus, les gladiateurs survivaient dans la pierre et les couleurs. Au fil du temps, leur mémoire se transforma. Dans l'Antiquité tardive, les érudits chrétiens continuèrent de les évoquer, mais comme des figures de la corruption païenne. Pour eux, parler des gladiateurs, c'était rappeler ce qu'il ne fallait plus jamais reproduire. Pourtant, ce faisant, ils contribuaient à les maintenir vivants dans les textes. La condamnation est aussi une forme de mémoire. Puis vint le Moyen Âge. On a souvent dit que les siècles médiévaux avaient oublié les gladiateurs, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les arènes, réutilisées comme carrières de pierre ou transformées en forteresses, continuaient de hanter les villes. À Arles, à Nîmes, à Vérone, les amphithéâtres romains devinrent des lieux de vie, intégrés dans le tissu urbain. Les habitants savaient ce qu'ils avaient entêté, même si les détails des combats s'étaient estompés. Dans les manuscrits médiévaux, on trouve encore des mentions de gladiateurs, souvent idéalisés, transformés en figures légendaires, plus proches du chevalier que de l'esclave. Le souvenir ne s'effaça jamais totalement. C'est à la Renaissance que leur image connut une véritable renaissance. Avec la redécouverte des textes antiques et l'intérêt passionné pour les ruines romaines, les gladiateurs redevinrent des symboles. Les humanistes lisaient Cicéron, Suétone, Tacite et y retrouvaient des récits de combats. Les artistes, fascinés par la musculature et la force des corps antiques, représentaient des gladiateurs dans leurs dessins et leurs sculptures. Michel-Ange lui-même s'inspira des statues de gladiateurs retrouvées pour perfectionner son étude de l'anatomie. Dans l'imaginaire renaissant, le gladiateur n'était plus un esclave malheureux. Il devenait une figure héroïque, un modèle esthétique. On admirait ses muscles, sa posture, sa bravoure. La violence et la souffrance passaient au second plan, effacées par la fascination pour le corps viril. Les gladiateurs, jadis objets de pitié ou de condamnation, devinrent objets d'admiration et d'étude. Peu à peu, leur image se transforma encore. À l'époque moderne, avec la montée du romantisme, le gladiateur devint le héros tragique par excellence. On le décrivait comme un homme enchaîné, condamné à combattre, mais digne dans sa souffrance. Les écrivains et les poètes en firent une figure universelle de courage face à la fatalité. Lord Byron, dans ses poèmes, évoqua le Colisée comme un lieu hanté par des ombres héroïques. Victor Hugo, contemplant les ruines romaines, voyait dans les gladiateurs des fantômes qui rappelaient la grandeur et la cruauté de l'Empire. Ce glissement est fondamental. De l'esclave sacrifié, les gladiateurs devinrent des héros de papier, des symboles romantiques. Leur image, réinventée, permit de concilier fascination et morale. On ne célébrait plus la cruauté des jeux, mais la grandeur de ceux qui y survivaient ou y mouraient avec panache. Lorsque les ruines de Rome devinrent, au XIXe siècle, des destinations de voyage et d'émerveillement, les gladiateurs prirent une nouvelle vie dans l'imaginaire collectif. Les écrivains romantiques, fascinés par les ruines, voyaient dans le Colisée un symbole de grandeur déchue. Ce n'était plus seulement un monument, c'était un théâtre hanté par les ombres des combattants. Le gladiateur devenait une figure poétique, une incarnation de la lutte tragique entre l'homme et son destin. Lord Byron, Chateaubriand, Victor Hugo et tant d'autres évoquèrent les arènes dans leurs écrits. Ils ne cherchaient pas à restituer l'exactitude historique, mais à transformer le gladiateur en héros universel. Le romantisme aimait les figures brisées.
L'homme enchaîné mais noble, l'esclave condamné mais courageux. Le gladiateur devenait ainsi un miroir des sensibilités modernes, où l'on voyait à la fois la cruauté du pouvoir et la dignité de l'individu. Dans le même temps, l'archéologie progressait. Les fouilles mettaient au jour des casques, des armes, des mosaïques. On commençait à comprendre la diversité des catégories de gladiateurs, myrmillons, rétiaires, thraces, sécutors. Chaque classe avait ses armes, ses techniques, son style. Les chercheurs tentèrent de restituer les règles, les rituels, les déroulements des combats. Mais leurs découvertes se mêlaient souvent aux fantasmes du public, avide de récits spectaculaires. Au XXe siècle, une révolution survint, le cinéma. Dès les années 1910, les premiers péplums muets montrèrent des gladiateurs affrontant lions et adversaires dans des reconstitutions grandioses. Mais c'est avec les superproductions hollywoodiennes des années 1950-60 que le mythe explosa véritablement. Quo Vadis, Spartacus, la chute de l'Empire romain. Autant de films qui firent entrer le gladiateur dans l'imaginaire mondial. Certes, ces récits prenaient des libertés énormes avec la réalité historique, mais ils gravaient dans les esprits des images puissantes. Le pouce de l'empereur, la foule rugissante, le héros musclé qui lutte pour sa liberté. Ces films imposèrent des clichés devenus universels. Le geste du pouce baissé, par exemple, est une invention moderne popularisée par la peinture académique du XIXe siècle et amplifiée par le cinéma. En réalité, les Romains utilisaient d'autres gestes plus complexes, mais peu importe. L'image du pouce baissé est désormais indissociable des gladiateurs. Elle résume en un symbole la cruauté du pouvoir et le destin suspendu d'un homme. Avec le temps, la culture populaire continua de réinventer les gladiateurs. Les bandes dessinées, les séries télévisées et surtout le film Gladiator de Ridley Scott en 2000 achevèrent de fixer leur place dans notre imaginaire. Russell Crowe, dans son rôle de Maximus, incarna le gladiateur idéal, à la fois victime et héros, esclave et homme libre, guerrier et père endeuillé. Le film, qui connut un immense succès, façonna la vision moderne du gladiateur plus que n'importe quel traité historique. Depuis, pour des millions de spectateurs, le gladiateur, c'est Maximus, seul contre tous, défiant l'empereur et trouvant la rédemption dans l'arène. Ce n'est pas un hasard si ce récit moderne insiste sur la liberté, la vengeance, la dignité. Notre époque, qui valorise l'individu et la révolte contre l'injustice, projette ses propres valeurs sur les gladiateurs. Là où les Romains voyaient des instruments de propagande et de spectacle, nous voyons des héros de résistance. C'est le mécanisme même du mythe. Il s'adapte à ceux qui le racontent. L'archéologie, pourtant, continue d'apporter des nuances. Les fouilles d'érudits, ces écoles de gladiateurs, montrent que certains combattants bénéficièrent de soins médicaux relativement avancés pour l'époque. Des régimes alimentaires riches en céréales et en minéraux leur étaient imposés pour renforcer leur endurance. Certains gladiateurs survivaient à des dizaines de combats, accumulant une notoriété considérable. Loin d'être uniquement des victimes, ils pouvaient devenir des stars adulées, parfois affranchies, parfois riches. Le contraste entre la souffrance et la gloire, entre l'esclavage et la célébrité, nourrit encore davantage la fascination moderne. Aujourd'hui, le mot « gladiateur » s'est élargi bien au-delà de son sens historique. Dans le sport, on parle de gladiateur pour désigner des athlètes combatifs, qu'il s'agisse de boxeurs, de footballeurs ou de lutteurs. Dans la culture populaire, le gladiateur incarne l'esprit de sacrifice, le courage, la lutte contre l'adversité. Les publicitaires, les commentateurs sportifs, les écrivains reprennent cette image sans cesse. C'est la preuve que la figure a dépassé l'histoire pour devenir une métaphore universelle. Mais il y a aussi une mémoire plus sombre. Le Colisée, aujourd'hui, est utilisé comme un symbole contre la peine de mort. Lorsqu'un pays abolit cette pratique, le monument s'illumine de lumière dorée, rappelant que jadis il fut le théâtre d'exécutions sanglantes. Cette réappropriation contemporaine montre à quel point l'héritage des gladiateurs est ambivalent. On peut y voir la grandeur du courage humain, mais aussi la cruauté des sociétés qui font de la souffrance un divertissement. L'héritage des gladiateurs, en réalité, tient à ce paradoxe. Ils étaient à la fois esclaves et héros, victimes et stars, instruments du pouvoir et symboles de liberté. Leur mémoire s'est construite sur cette tension, et c'est ce qui explique pourquoi elle nous fascine encore. L'homme qui se bat au centre d'un cercle entouré de milliers de spectateurs incarne une vérité universelle, celle de la condition humaine face au jugement,
Face au destin, face à la mort, aujourd'hui, il est presque impossible de dissocier ce que nous savons des gladiateurs de ce que nous imaginons. Les découvertes archéologiques, les inscriptions, les récits antiques nous donnent des fragments. Mais l'image que nous portons en nous vient surtout des romans, des peintures, des films. Le gladiateur historique s'est dissous dans le gladiateur mythique. C'est à la fois une perte et une victoire. Une perte, parce que nous ne connaissons jamais vraiment leur réalité. Une victoire, parce que leur souvenir a survécu, transformé, magnifié. Ainsi, le dernier héritage des gladiateurs n'est peut-être pas dans les ruines du Colisée, ni dans les musées, mais dans nos esprits. Tant que nous parlerons d'eux, tant que nous les représenterons, tant que nous verrons dans leurs combats un miroir de nos propres luttes, ils continueront d'exister. Non plus comme des esclaves enchaînés, mais comme des symboles intemporels. Vous avez traversé les ombres du Ludus, enduré les coups, senti le poids des armes et des armures, affronté la poussière et les cris de l'arène. Vous avez connu l'humiliation de l'esclave, l'ivresse de la gloire, la morsure des blessures et l'angoisse du verdict final. À travers ce voyage, une vérité s'impose. La vie d'un gladiateur n'est pas seulement une succession de combats, c'est une tragédie permanente, suspendue entre la mort et une liberté presque inaccessible. En vous glissant dans cette peau, vous comprenez que rien n'est simple. Les gladiateurs n'étaient ni seulement des victimes, ni seulement des héros. Ils étaient tout à la fois, esclaves enchaînés, combattants disciplinés, stars adulés, corps sacrifiés. Leur quotidien n'était pas celui des dieux et des héros que l'on célèbre dans les récits antiques, mais celui de la poussière, de la sueur, de la peur. Une humanité réduite à l'état de spectacle. La gloire qu'ils recevaient dans l'arène était à la fois réelle et mensongère. Réelle, car pour un instant, les acclamations de la foule faisaient d'eux des figures quasi divines. Mensongère, car cette gloire s'éteignait dès qu'ils quittaient le sable, redevenant des hommes enchaînés, brisés par la douleur et l'attente du prochain combat. Le rudis, ce symbole fragile de liberté, incarnait l'espoir d'une vie nouvelle. Mais combien l'ont obtenu? Une poignée seulement, au prix de dizaines de victoires et d'années de souffrance. Et même alors, la liberté n'était jamais entière. Car comment redevenir un simple citoyen quand votre corps est marqué, quand vos cicatrices parlent à votre place, quand vos nuits restent hantées par le bruit de la foule et l'éclat des lames? Pour la majorité, l'issue fut plus rapide et plus cruelle. Une chute dans le sable, un regard tourné vers les gradins, un pouce incliné, et la fin. La mort dans l'arène n'était pas seulement une fin personnelle, c'était aussi une offrande au peuple de Rome, une distraction, un cri de satisfaction qui effaçait aussitôt le souvenir de l'homme tombé. Et pourtant, malgré cette destinée tragique, les gladiateurs ont laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire. Leur courage, leur souffrance, leur rôle ambigu continuent de fasciner. Ils étaient à la fois victimes et symboles, esclaves et héros. Leur existence, brève mais intense, incarne la brutalité et la grandeur de Rome. En fermant les yeux, imaginez un instant que vous êtes encore là, sous ce soleil écrasant, casque sur la tête, glaive en main. Vous sentez le sable brûlant sous vos pieds, vous entendez la foule rugir, vous savez que votre vie ne tient qu'à un geste. Dans ce souffle suspendu, vous comprenez ce que signifiait réellement être un gladiateur. Vivre chaque instant au bord de l'abîme, sans jamais savoir si le prochain cri sera celui de la victoire ou celui de la mort. Alors, chers auditeurs, si ce voyage vous a transporté, si vous avez ressenti le poids de l'armure et le frisson de l'arène, je vous invite à continuer cette aventure avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, partagez ces histoires, car d'autres mondes, d'autres époques, d'autres destins vous attendent. Et chaque soir, ensemble, nous pourrons plonger dans ces récits où l'histoire devient vivante, où le passé se fait chair et souffle, pour vous accompagner jusque dans vos rêves.